BJJ Corner épisode 8, salut Rodolphe, ça va? Salut Thibaut, ça va et toi? Bien, bien, bien. Quoi de neuf alors? Ça va mieux, regarde mes mains. Tu vois là, j'ai plus trop de, Ah oui. plus trop de des C'est- stigmates de ma chute. Tu es guéri? Guéri, j'ai encore mal en fait, hein. J'ai une petite boule d'ailleurs qui est apparue là, qui fait un peu mal, mais bon. Tu as retrouvé ton grip légendaire? Ouais, ça va, là, on en Ouais. parlait la dernière fois, le grip est revenu. D'accord. Bah, si le grip va, tout va, j'ai envie de dire. Tout va, ouais. T'as vu, il y a une petite polémique qui part de Keenan Cornelius sur le berimbolo et le fait qu'il estime que lui, en ceinture noire, c'est moins utile pour prendre le dos, hein. C'est presque inutile même maintenant pour prendre le dos. En fait, plus ça va, moins T'en penses quoi? moins il s'est mouillé sur ses déclarations. Parce que au début, il a commencé à dire berimbolo, c'était une mode de 2 ans. Puis ensuite, il a précisé chez les lourds et ensuite pour prendre le dos. Et en fait, le berimbolo pour prendre le dos chez les lourds, ça n'a jamais fonctionné si tu regardes bien. Mais je vais y revenir dessus, ça m'a permis de développer un des sujets, un de mes D'accord, sujets bah du c'est jour. bien que tu reviennes dessus parce que moi j'aurais quelques trucs à dire à ce sujet. D'accord. Donc c'est quoi ton programme à ce Donc propos-là? je vais donc parler effectivement de ça, de la déclaration de Keenan sur le berimbolo, mais au-delà du berimbolo, je vais essayer de parler un peu du jiu-jitsu par les chiffres et l'analyse de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas en termes de stats par rapport à un travail qui a été fait là-dessus pour regarder vraiment sur les noirs adultes qu'est-ce qui marche pas. Bref, je détaillerai plus. Je vais également parler de l'actualité et notamment de quelque chose qui n'est pas directement lié au Jiu-Jitsu, qui est l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil et donc du lien malgré tout qu'il peut y avoir. C'est devenu lié malgré tout. Oui, c'est ça, c'est devenu lié et bref, je parlerai de ça et un petit peu du côté sombre du Jiu-Jitsu sur ces points-là. D'accord. Et au final, je parlerai d'une vidéo à regarder qui est assez intéressante, qui est celle du combat de Walid Ismail contre Royce Gracie. Et je Ok. parlerai du contexte, qui est Ça intéressant marche. aussi. Et toi? Moi, je vais te faire je vais te faire un podcast assez centré sur l'histoire, via des sujets différents. Donc, je vais te parler pour commencer. Alors, j'avais prévu d'en parler après, mais je t'en parlerai en premier. Je vais te parler de kimono. Ensuite, je vais te parler de omoplate. Mhm. Et je vais terminer par te parler d'un site internet qui s'appelle BJJ Heroes, que tu connais très bien. D'accord. Ah bah c'est marrant parce que les statistiques dont je te parle sont issues de ce site-là. Et ben voilà, ça va rejoindre. Et Les sujets vont se croiser, alors. tu n'avais pas 2 anecdotes à finir J'en ai plus que ça, mais j'en parlerai dans un prochain BJJ Corner. Ah, ok, ça marche. BJ Corner épisode 8, c'est parti. Ok, donc tu vas nous parler de Jair. Oui, Jair Bolsonaro, donc le récemment élu président de la République au Brésil. Donc c'est un personnage, hein, je pense que vous en avez entendu parler dans les médias français,
on l'a rapidement évoqué, lui et son profil un peu atypique, ses déclarations fracassantes. Qui succède, si je dis pas de bêtises, à Michel Temer, hein, c'est ça? C'est ça, qui était Lui-même succède président, à Dilma Rousseff. ouais, qui elle-même succédait À elle-même. à Lula. Oui, et à Ouais, elle-même ouais, et à Lula. elle-même et à Lula, ouais, c'est ça. Et en gros, toutes ces personnes que tu viens de citer étaient du même parti, qui était le PT, qui La est gauche. en gros la gauche, les socialos, Ouais, d'accord. le parti travailliste. Donc Bolsonaro pour... Et lui, c'est plutôt la droite. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il est qualifié d'extrême droite. Bon, après, voilà, sans trop rentrer dans le détail, mais il est souvent populiste ou Ce qu'on extrême appelle droite. les nouveaux partis populistes, Voilà, c'est comme ça. ce qu'il peut y avoir en Italie, Ouais, en Italie ou... voilà, ou aux États-Unis. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Dans plein de pays, en fait. Duterte, ouais, pas mal de pays. Donc, Bolsonaro, à la base, c'est un militaire. Donc, il a commencé par ça, donc dans l'armée, qui a fait une partie de sa carrière là-dedans avant de devenir député. Donc, on lui reproche d'être homophobe, plus ou moins raciste, misogyne. Donc, il y a certaines déclarations qu'il a faites qui sont effectivement un peu limites sur ces sujets, ou même certains diront carrément limite. Bon, bref, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, savoir s'il est d'extrême droite, nazi ou pas, c'est pas le débat. Mais bon, c'est une personne qui est quand même sulfureuse, on va dire, et atypique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est surtout, au-delà de ça, quelqu'un qui a le profil de l'homme fort. C'est-à-dire donc militaire, comme je disais, mais qui est pour le port d'armes, pour la peine de mort, et qui a pas trop de pitié quand il s'agit de dire qu'il faut tuer les criminels. Par exemple, sur la dictature brésilienne, souvent on lui reproche de ne pas la critiquer. Lui dit que la torture durant cette période-là n'aurait pas dû exister. Au lieu de torturer, ils auraient dû tuer. Voilà, ça c'est le genre de propos qu'il a et qu'il assume complètement. Ça, c'est pas des propos hors contexte. Ça, il l'assume, il l'argumente. Donc voilà, c'est l'homme fort, le militaire qui va prendre un peu les choses en main. Et je pense que c'est une des raisons de son succès. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Brésil, donc c'est un pays extrêmement violent, mais pour bien l'assimiler, il faut savoir que par exemple pendant toute la guerre qu'il y a eu en Syrie, il y avait plus de morts au Brésil par la violence qu'en Syrie par la guerre. C'est Donc, dingue ça. Entre 2011 et 2015. Sur la même période. Hein. Ouais, sur la même période, plus de morts au Brésil D'accord. par la violence qu'en Syrie. Ah, c'est dingue. En 10 ans au Brésil, il y a eu un demi-million d'homicides. Donc c'est vraiment un pays extrêmement violent, c'est dans le top 10 des pays les plus violents au monde, et c'est quand même un pays qui est malgré tout développé ou en développement. Sa violence, elle a quand même reculé, non? Alors non, elle a re-augmenté après d'accord. après la Coupe du Monde, ça a Ouais, re-augmenté. oui, c'est ce que j'ai entendu. Et, Exact. et donc Bolsonaro, avec son profil d'homme fort qui va prendre les choses en main, etc. militaire, semble séduire les Brésiliens. Donc, on va bien éviter, bien évidemment, de faire de la politique. Oui, c'est vrai que juste sans rentrer dans le détail, c'est vrai que de ce que j'ai vu, en tout cas dans la communauté du jiu-jitsu brésilien, parce qu'on a vu beaucoup de gens le soutenir, Ouais, justement. c'est à chaque fois le thème qui revenait, c'était la violence au Brésil. Voilà. T'avais l'impression que tout Voilà. était focalisé là-dessus. Voilà. Je pense, moi, de l'extérieur, que, bon, il faut déjà éviter de juger un peu facilement les gens et les Brésiliens d'avoir voté pour cette personne. On pourrait avoir vite fait de dire, ouais, comment est-ce qu'ils ont fait pour mettre quelqu'un comme ça à la présidence. Mais moi, je pense que ce qui a fait qu'il est passé, c'est vraiment ce fait-là, cette violence énorme que nous, de l'extérieur, on a peut-être du mal à comprendre, et que voilà, lui représentait une solution. Alors peut-être qu'ils ont mis un peu de côté voilà, le personnage et ses déclarations sur les homosexuels, sur les femmes au foyer. Ou alors ils sur, estiment que c'est moins important. C'est ça, c'est que... Même s'ils se disent il est C'est peut-être ça. extrême, mais C'est ça. on n'est pas en train de défendre les idées. Hein. On essaie non. d'expliquer pourquoi Ouais. les gens ont pu voter pour lui. Tout à fait.
Je pense effectivement que c'est ça. Je pense qu'ils ont priorisé voilà, le fait d'avoir peut-être quelqu'un qui allait sortir le Brésil d'un état de violence extrêmement fort que peut-être nous, on sous-estime. On en a conscience parce qu'on sait que le Brésil est un pays violent, mais il y a la conscience et il y a le fait de vivre dedans. Sachant aussi que le Brésil, la télé brésilienne est très anxiogène, très sensationnaliste, et ils passent leur temps à mettre en avant la violence au Brésil, la criminalité. Donc tu regardes TV Globo, t'es un peu en panique. Hein. Il y a des émissions brésiliennes, ils ne cachent pas cette violence, c'est-à-dire que tu vis dedans. Et donc voilà, t'as cette personne-là qui arrive. Et il y a également le fait aussi qu'il y a eu d'énormes affaires de corruption du PT. Ça, c'est tous les prédécesseurs, Dilma Rousseff, Temer, ils étaient tous. Et Lula surtout. Bah justement, Lula, voilà, justement, c'est l'autre chose qui a fait qu'il a été élu, c'est que Lula était en prison. Parce que tous les sondages auraient donné Lula gagnant. Mais Lula a été jugé coupable d'avoir... Alors après, il y avait quelqu'un qui le représentait, là, Fernando Haddad, c'est ça Oui, Haddad, mais bon, c'était un... Pendant un moment, il était pas mal dans les sondages, il me semble. Hein. Ouais, il n'a jamais été vraiment inquiétant par rapport à Bolsonaro dans les sondages. Et donc Lula, oui, a été condamné... dans l'affaire Petrobras, donc une compagnie pétrolière brésilienne, dans les histoires de corruption, il aurait soi-disant récupéré un appartement, etc. Bon, après c'est l'Amérique du Sud, voilà, il y a tout un contexte, etc. Bref, Bolsonaro élu pour, à mon avis, ces deux raisons-là. L'homme fort qui va un peu guérir le Brésil de notamment sa violence, et de la corruption plus ou moins endémique. Après, moi, Bolsonaro, je connais absolument rien de son programme. Hormis le fait que, je connais un peu son historique, je sais ce qui s'est passé durant l'élection, le coup de couteau, etc. Ouais. Mais le programme en tant que tel, moi, je suis incapable d'en parler. Hein. Je sais absolument rien de ce qu'il a prévu de faire. Bon, je sais juste que, par exemple, il veut endiguer la criminalité. Bon, ça, on l'a compris. C'est ça. Mais... Il a l'air plus ou moins libéral économiquement. Et il est pour le port d'armes. Donc alors, il veut que le Brésil sorte de la zone euro, pas Il l'aurait voulu, je pense, si ça avait été le cas. Mais donc oui, pour le port d'armes. Donc ça, bon, c'est moi encore une fois, vu de l'extérieur, ça me paraît bizarre comme mesure pour endiguer la violence. Ouais, c'est souvent les côtés paradoxaux, de ce genre de politique. Et Trump, il a un peu la même. Endiguer la violence par la violence. C'est ça. Ça peut paraître bizarre. Et là où tout ça rejoint le Jiu-Jitsu, c'est que moi, Bolsonaro, j'en ai entendu parler il y a maintenant un moment, via les réseaux sociaux, par des gars du Jiu-Jitsu qui le mettaient en avant. Et je commençais à voir des vidéos de lui avec ses déclarations et des gars du Jiu-Jitsu qui avaient l'air de s'être retrouvés et notamment la leur famille candidat Gracie, favori. Alors notamment la famille Gracie. Au départ, moi quand je l'ai vu, c'était pas directement par la famille Gracie, c'était vraiment des pratiquants brésiliens de Jiu-Jitsu qui le mettaient en avant. Les 3/4 voire plus. Hein. Ah, je pense qu'on est plus sur du 95%. Hein. Alors j'en ai vu un dans la famille Gracie qui était farouchement opposé à lui par contre. Ça m'a étonné, mais vu qu'ils avaient l'air assez unanimes là-dessus, c'était Roger Gracie. Oui, alors je vais y revenir aussi. Je vais y revenir. J'espère qu'ils vont pas l'exclure de famille. Donc tout ça pour dire qu'au final, avant l'élection de Jair, là, Bolsonaro, Robson Gracie, donc une des figures importantes le père de Renzo, non ? Le père de Renzo et Ryan, le grand-père de Kira Gracie, lui a remis une ceinture noire à titre honorifique, une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc autant te dire que personnellement, je trouve que c'est une erreur. C'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi dans le sens où, pour moi, une des forces du jiu-jitsu, c'est que c'est un domaine où on ne parle plus trop de politique, on ne parle plus trop de religion, on ne parle plus trop de tout ça, et c'est un domaine qui rassemble les gens. Et c'est un des trucs qui est très fort et que moi j'apprécie énormément dans ce sport, c'est la connexion que ça met entre les gens.
Parce que tout le monde est sur le tapis, tout le monde est en kimono, et ça enlève tout ce qui existe dans la société qui nous dissocie. Après, que chaque pratiquant donne son avis sur lui, pourquoi pas. Bien sûr. Ça, Mais qu'on promeuve le jiu-jitsu, je sais pas si j'ai bien accordé le verbe. On fasse sa promotion. Voilà, qu'on fasse la promotion du jiu-jitsu via ce mec-là, moi ça me plaît pas trop. Ah non, pour moi c'est pareil, c'est une énorme erreur et quelque chose franchement j'ai vu ça, ça m'a un peu dégoûté. Mais ça n'a pas été tellement décrié que ça, il y en a quelques-uns qui ont dit que c'était n'importe quoi, dont le frère même de Robson, donc Relson, je crois si c'est ça, si je me souviens bien, Relson Gracie qui est Rayson. Ouais, Rayson, c'est pas le Relson fils de Helio. Hein. Non, c'est Rayson, ouais. Donc son frère qui a dit que c'était n'importe quoi et qu'il fallait que Robson parte de la fédération, etc. Oui, parce qu'il est président de la fédération, Robson. Il est président, ouais. Ah, c'est ça. Hein. Et Rayson, fédération brésilienne. C'est ça. Et Rayson est vice-président, il me semble. D'accord. Donc il a critiqué son propre frère en disant que c'était pas normal, etc. De toute façon, il y aura bientôt les élections, non, pour le nouveau président. La fédération, ouais, sûrement. Comme IBJF. Ouais, c'est ça. Et donc, ça ne s'est pas arrêté à lui, c'est-à-dire que même quelqu'un comme Royce Gracie en a fait une énorme promotion, a posé à côté de Bolsonaro en disant que c'était le président. Bon après Royce Gracie c'est quelqu'un qui depuis un moment t'as vu qu'il poste tout le temps des images où il a des armes dans les mains. Ouais, c'est ça, c'est que lui ça a l'air d'être un passionné d'armes, donc je pense que c'est un peu le même genre de profil, mais ça s'étend à toute la communauté, c'est-à-dire que Fabio Gurgel, tous les gros représentants de jiu-jitsu brésilien et notamment au Brésil sont pour Bolsonaro, et on en fait sa promotion et l'ont mis en avant. Donc, je ne vais pas me lancer dans une explication psychologique, etc., sociologique. Je pense que c'est un peu compliqué. Mais c'est quelque chose qui remonte à il y a un moment, cette espèce de côté obscur du jiu-jitsu brésilien, parce que la famille Gracie elle-même, donc Helio Gracie, il y a des interviews de lui où on voit un peu le personnage que c'était, et c'était exactement ça. C'est ce genre de personnage. Pour lui, alors il parlait des homosexuels, il disait que pour lui, les homosexuels, il faudrait les prendre et les emmener au fin fond de l'Amazonie. Lui, c'était son programme. Et donc c'était quelqu'un voilà, avec des positions très tranchées sur ces sujets-là. Il aurait soutenu à 100%, selon moi, Bolsonaro. Ça soit sur l'homosexualité, sur la violence, sur la peine de mort. Donc c'était quelqu'un qui avait ce côté un peu, voilà, ce qu'aujourd'hui on décrit, ça veut tout rien dire, mais comme quelqu'un d'extrême droite. En France, ouais, c'est ce qu'on en dirait. En France, c'est ce qu'on dirait clairement. Donc il y a ce soutien-là extrêmement massif de la communauté du Jiu-Jitsu, et des Brésiliens notamment, et des Brésiliens au Brésil. Parce qu'il y a eu quelques voix effectivement donc, qui s'y sont opposées, et j'ai un petit peu regardé parmi mes contacts les gens que je suis. C'est exactement ce que je me disais, c'est des gens qui vont pas être au Brésil ou aux États-Unis. Voilà, c'est ça, c'est des gens un peu de l'extérieur, ou un peu qui ne sont plus trop au Brésil. Fait influencer par d'autres pensées en fait. Hein. C'est ça, ou qui peut-être ne vivent pas dans ce Brésil, voilà, dans ce contexte de Brésil violent et de dégoût de la corruption. Alors c'est vraiment compliqué parce que c'est comme dans tout, il y a énormément de... Tout ça est très influencé par ce qu'on écoute, ce qu'on voit, par les médias. Et donc, en tout cas, je pense qu'au Brésil, ceux qui sont brésiliens au Brésil sont dans un climat de violence, d'insécurité énorme, et en même temps de dégoût de la corruption massive du PT sur ces 10 dernières années. Et je pense que ces deux côtés-là sont ressentis très très fort par les Brésiliens qui vivent encore au Brésil et qui sont encore dedans, voilà, qui sont dans cette atmosphère. Donc tu as des gars comme Roger Gracie, donc je pense effectivement qu'il vit à Londres maintenant depuis un moment, donc qui a peut-être pas la même vision. Moi, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux et j'ai vu quelques Brésiliens qui étaient contre Bolsonaro, mais tu sens que quand ils disent qu'ils sont contre, ils le disent avec des mots presque ils s'excusent de dire qu'ils sont contre, tu vois.
Et effectivement, derrière, ils se font déglinguer en disant ouais, mais t'es plus au Brésil, de quoi tu parles, t'es américain maintenant, ou machin. Et t'as aussi Robert Drysdale, tu vois, qui s'est positionné contre Bolsonaro. Ah, lui, c'est un Américain en l'occurrence. Hein. C'est à moitié américain, moitié brésilien. Il est les deux, lui. Il a vécu là-bas. Il a grandi au Brésil, là-bas, crois, il est à moitié brésilien, il a la nationalité, hein, il est complètement bilingue, donc, mais effectivement, il est influencé peut-être par cette vision occidentale. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chose. Brésiliens aux États-Unis qui partagent les mêmes idées, parce que c'est un peu le même contexte aux États-Unis, la violence, etc. Les mêmes idées que Bolsonaro. Non, enfin oui, mais qui vont le soutenir aussi, des Brésiliens installés aux États-Unis. J'aurais tendance à penser, mais là je suis pas sûr de ce que je dis, hein, que ce serait plutôt les Brésiliens installés en Europe qui penseraient différemment. Oui, c'est possible. Après, bon, tout ça va au-delà du jiu-jitsu et tout ça, c'est beaucoup d'histoires de contexte, de représentation des choses par les médias, de comment on te présente les choses, de comment tu vis. Voilà, c'est des sujets complexes. Je me prétends pas d'analyser quoi que ce soit. Je fais juste un constat aujourd'hui qui est un peu bizarre quand même malgré tout, parce que pour moi, c'est un peu je critique pas le fait qu'à la limite, j'arrive à faire abstraction du fait que ces gars-là font la promotion de quelqu'un qui a des déclarations qui sont très condamnables vu de l'extérieur. C'est pas vraiment ça, mais c'est ce qui m'étonne et ce qui me dérange plus que le personnage, c'est le fait que les gars mettent en avant le soutien à une personne politique quelle qu'elle soit. Si tu veux, à partir du moment où tu fais du jiu-jitsu et à partir du moment où tu es une personnalité publique dans le jiu-jitsu, c'est un terrain sur lequel j'aurais pensé qu'il aurait été bon de ne pas rentrer. Voilà. Moi, c'est mon simple point de vue en tant que pratiquant. Moi, mon point de vue, c'est que ça me dérange pas du tout que les mecs ils le soutiennent. C'est après chacun. Voilà. Ouais, je te parle d'en faire la promotion. Je te parle pas simplement de. Tu vois, d'en faire la promotion. Non, c'est moi de faire la promotion du sport via ce mec. C'est ça qui me gêne, moi. Non, mais je pense pas que. Non, mais eux, ils faisaient pas la promotion du sport via Bolsonaro. Mais ça le fait indirectement. Parce que tu lui donnes une ceinture, une ceinture noire avec le président, tu sais que les gens vont se dire tiens, c'est une ceinture noire de quoi. Oui. Et ça fait connaître le sport via ce mec-là. Ça me gêne. Par contre, que maintenant une personne quand elle va s'exprimer, elle représente pas forcément le sport qu'elle pratique. Qu'une personne donne son soutien à Bolsonaro, moi ça me gêne pas. Mais quand on associe clairement le sport à cette personne, là par contre ça me gêne. Parce que pour moi le sport, faire comme tu lien, disais, ça doit rester en dehors de tout ce qui est considération, idéologie, etc. C'est justement ça l'intérêt de ce sport, c'est que ça regroupe les gens de croyances différentes, de religions différentes, d'éducation différente, de statut social différent, etc. Et le fait que à un moment donné on associe cette personnalité-là et donc ses idées au sport, là ça me gêne. Ouais, complètement. C'est ce lien entre politique et l'art martial, pour moi, qui est un peu déplacé. Maintenant qu'une personne mette en avant ça et qu'il se trouve qu'elle soit ceinture dans le jiu-jitsu brésilien, ça me dérange pas, parce que peut-être pour lui, il voit ça comme quelque chose de très important, le fait de soutenir cette personne, le fait qu'elle soit élue, etc. Je pense que c'est effectivement comme ça qu'ils voyaient les choses. Hein. Pour eux, c'était un peu le sauveur du Brésil. Sauf que là, ils ont c'était tellement important, je pense que ils sont même pas posé la question, ou je pense qu'ils ont mis ça en arrière. Mais bon, moi, je me faisais la réflexion, si tu veux, au-delà de juger ça, parce que j'essaie vraiment, moi, sur ces questions-là, déjà, quand je vois en France le traitement médiatique de la politique et tout, tu vois, j'essaie de toujours prendre du recul, parce que je me dis qu'on me raconte l'histoire qu'on a envie de me raconter, etc. Alors, vu de l'extérieur, c'est encore pire, donc j'essaie de me garder de juger les Brésiliens, d'avoir voté ce gars-là. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est plus que c'était dans la continuité des personnages fondateurs, et notamment d'Helio. Je vous invite vraiment à relire cette interview du magazine Playboy d'Helio Gracie, ou même des Royce ou des Erickson. Ils ont quand même un côté qui est un peu dans cette lignée. Tu sens qu'il y a le côté un peu extrême sur certaines positions, qui peut-être peuvent paraître choquantes de nos yeux, peut-être aussi d'occidentaux, etc., ou de nos yeux même de sportifs qui ne voulons pas associer politique et sport. Bref, voilà, c'est
C'était ma petite remarque du moment par rapport à l'élection de ce gars-là. On va passer à un sujet un petit peu plus léger là, donc je t'en parle en intro. Je vais évoquer maintenant tout ce qui tourne autour des kimonos. Ce qui est quand même important dans le jiu-jitsu. Alors le jiu-jitsu à la base c'est pas forcément, on va dire, obligatoire que ça se pratique en kimono. Le jiu-jitsu ils voyaient ça comme un sport plus large, qu'allait se pratiquer aussi bien quand t'es habillé en civil que dans la pratique du nogi par exemple. Enfin, Oui, ça rejoint aussi ce dont on parlait la dernière fois par rapport à la self qui était vraiment dominante au départ. Donc, Exact. Et du coup là je regardais la dernière fois dans mon armoire, j'avais pas mal de kimonos, je me suis dit tiens, faudrait que j'en parle des kimonos parce que bon, c'est un sujet qu'on n'avait pas encore abordé dans le podcast. Du coup j'ai fait un peu d'historique, là je suis allé un peu sur internet, je suis allé sur quelques sites et je me suis un peu renseigné sur l'histoire des kimonos. Et il se trouve que le père du kimono moderne, alors ce qu'on appelle le kimono moderne, c'est ce qui va ressembler à un kimono classique blanc, on va dire, la manière dont il est cousu, la forme, etc., le haut du kimono, le bas. Et ça, je sais pas si tu savais, mais t'as une idée d'ailleurs, qui est le père de... Bah, moi j'aurais pensé, j'y connais rien sur la partie historique du kimono, mais j'aurais pensé que c'était une tenue déjà traditionnelle japonaise et qu'ils en auraient fait une espèce de petite variante pour le judo avec Alors pas vraiment, une pas vraiment. matière différente. En fait, le kimono moderne, donc celui qui ressemble à celui qu'on utilise aujourd'hui, ça a émergé à la fin du 19e siècle. Et le père du kimono, c'est Jigoro Kano, qui s'est inspiré en fait des uniformes de pompiers au Japon à cette époque. Il les a un peu modifiés sur les coutures, sur la coupe en fait. Et puis ça s'est propagé à d'autres sports, au karaté un petit peu plus tard, en 1920 ça s'est propagé au karaté, parce que eux, le karaté aussi, auparavant ils pratiquaient en tenue civile, tu vois, enfin civile, habillé normalement quoi. D'accord. Tu vois. Les kimonos traditionnellement ils en portaient que des blancs. Tu sais, je te parlais la dernière fois du film La légende du grand judo, je te disais qu'il y avait que des kimonos blancs. Et alors ça c'est une des filles de Carlos Gracie, ou une petite fille de Carlos Gracie, lors d'une interview qui a dit que les premiers kimonos de couleur s'étaient apparus dans les années 70. D'accord. Tu vois. Donc le kimono c'est composé de deux parties. Donc il y a ce qu'on appelle le uwagi. Donc uwa ça veut dire haut, et le gi ça veut dire vêtement, en fait uniforme, vêtement. Alors sachant que les kimonos en France on dit kimono, mais c'est pas un terme qui est bien utilisé en fait. On devrait dire théoriquement kekogi. Kekogi, ouais. Keko ça veut dire entraînement. Et gi, comme je te disais, ça veut dire vêtements, uniforme. D'ailleurs, aux États-Unis, ils disent gi. Ils disent gi, mais ce qui veut dire vêtements. Donc c'est mal utilisé, mais bon, les gens comprennent. Un peu moins mal. Un peu moins mal.
Kimono, je crois que ça s'apparente plus à ce que portaient Le vêtement traditionnel. le vêtement traditionnel, ouais, c'est Ouais, ça. d'accord. Dans les familles traditionnelles. Enfin, ce qu'on voit, tu sais, lorsque tu croises des personnes âgées au Japon qui ont des Ouais, vêtements traditionnels, ouais. c'est plutôt ça. Et donc, je te disais, Uwagi, le haut, et Shitabaki, voilà, qui est le pantalon. D'accord. Donc, c'est les deux parties plus la ceinture qui vient attacher tout ça. Donc, il y a ça dans la Gracie Academy. Historiquement, ils possédaient leur propre kimono. Ils les gardaient, ils les lavaient pour les élèves. Je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs quand on allait s'entraîner à Gracie Academy à Torrance, à chaque fin d'entraînement, alors les gens écrivaient leur nom dans l'intérieur des kimonos Ouais. et ils les mettaient dans une espèce de trou et tout partait au lavage, ils les récupéraient le cours d'après. Ouais. Et je crois qu'ils font ça dans pas mal d'académies. Parce que Et ça, historiquement, ça vient de la Gracie Academy Et à Rio. Tu Je vois. crois qu'il y a encore pas mal de Gracie Barra où ils fonctionnent comme ça. Ils se marquent les prénoms sur le banc là. Et ça, voilà, ça faisait partie du package quand tu venais t'entraîner, tu payais ton abonnement et tu avais ce service également. Oui, c'était un petit peu un sport dédié à l'élite, donc des gens qui Oui, avaient les oui, moyens. voilà, donc, c'est ça. C'est ouais. des gens assez fortunés. Et puis, on va dire qu'il y a vraiment eu un boom des kimonos dès lors que les compétitions ont vraiment commencé à se développer dans les années 90. T'as pas mal de marques qui sont apparues. T'avais M Kimono, je sais pas si tu te rappelles, ça c'était Royler qui portait ça notamment. T'avais Royler, Solo Ribeiro. Puis t'avais des marques pour les mecs un peu les combattants un peu sulfureux, style Walid Ismail, tout ça. Il y avait qui d'autre? Je dis Walid Ismail, mais il y avait Terere d'ailleurs. C'était Bad Boy. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, Bad Boy c'était une marque qui faisait plus que ça. Hein. Ils faisaient, Oui, ils faisaient autre chose, effectivement. Ils sont mis dans les motos, ils faisaient tout plein de trucs au Brésil. Hein. Voilà, et c'était un peu les mecs durs qui portaient ce qu'il y avait. Il y avait Victor Belfort aussi, qui était en Bad Boy. Ouais, avec le petit signe, avec les ça, yeux, les yeux, le ouais. visage. Là. Ouais. Et même des mecs qui s'étaient mis à se tatouer ce truc-là, ça s'était Ouais. vachement développé. Ouais. Puis il y a eu la mode des patchs. Les kimonos, les mecs qui mettaient des patchs partout, ils ont commencé à avoir des sponsors, donc ils en usaient, ils en abusaient. Ouais. Plein de marques qui sont apparues. C'est vrai que c'est passé de mode ça. C'est passé, justement, à je t'en l'époque, parlais. c'était le but c'était d'avoir le plus de Ouais, patchs c'est ça. possible. Bah, ça a montré que tu avais des sponsors. Donc, Ouais. je me rappelle même quand nos premières compètes, quand tu voyais un mec patché, tu disais ah ça va être chaud. C'est Lui vrai. il a des patchs, il a des sponsors, donc il est chaud. Maintenant ça Sponsorisé fait par rigoler. des trucs de pharmacie ou des trucs Ouais, de voilà, moto, tu vois. La boucherie du coin. C'est ça, ouais. Gratter un maximum de thunes. Ouais, c'est ça. Et Je me souviens, Walid Ismail, il avait des kimonos ouais, ultra c'était patchés. son délire, lui. Il avait du patch partout. Ouais, même Royler, à cette époque-là, Walid, Royler. Tout. Et donc, t'as plein de marques qui sont apparues. Alors, je sais pas si nous tu te rappelles quand on a commencé, on portait des kimonos de marque Keiko. Si. Keiko qui veut dire entraînement, je disais. Keiko Rasa, ça existe Ouais, voilà, encore. Keiko Rasa. Ça existe encore, mais ça a quand même. Ouais, ça a bien chuté. Hein. Ça a bien Alors chuté qu'à à l'époque, ça cartonnait. Hein. c'était la grosse marque. Hein. Ouais. Il y avait ça, il y avait Gamness, il y avait Krugan, je sais pas si tu te rappelles. Si. Ça c'est marrant parce que Krugan en 1996 c'est le premier kimono qui a été développé pour les mecs qui font de la garde. Et il avait comme particularité ce kimono de part de couture au niveau du dos. Donc en gros tu bougeais plus facilement sur le dos, tu étais moins gêné parce que par exemple les kimonos genre Atama, je sais pas si tu te rappelles, ils étaient assez épais et puis il y avait deux parties dans le dos, tu sentais qu'il y avait le haut du dos qui était renforcé et le bas du dos. Oui. Comme un peu les kimonos traditionnels japonais. Hein. C'était un peu. Alors Atama c'était cher mais ils étaient réputés très solides. Ouais. Atama, c'était une bonne marque. Hein. Moi j'aimais bien. C'est celle que je préférais à l'époque Atama parce que tu sentais que c'était costaud quand tu achetais un kimono. Il restait bien. Alors, Keiko Rasa, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait la fabrique à Tama où tout le monde essayait d'aller à Rio pour les avoir un peu moins chers. Exactement. Et à cette époque, souvent les kimonos étaient produits au Brésil, hein, dans les usines au Brésil. Hein. Il n'y avait pas encore toute cette tendance qui s'est développée, qui maintenant, on va dire, a pris le dessus. C'est le fait de produire, notamment vers le Pakistan. Ouais. Ça, c'est On The Mat. Je sais pas si tu te rappelles, ils avaient un site, mais ils avaient aussi une marque de kimono. D'ailleurs, OTM. On The Mat, il faudra en parler un jour parce qu'ils avaient un site qui était Ouais. ultra important. Ah oui, à t'avais l'époque. des sacrées archives, ouais. Ouais. Combat Rickson et tout, ouais, je me On The rappelle. Mat, c'était quelque chose à l'époque. Et eux, ça a été les premiers, en fait, comme je te disais, à switcher l'origine de production du Brésil vers le Pakistan. On The Mat, la marque, On The Mat, ouais. c'est pas eux qui étaient derrière Lucky Guy. Ah, c'est possible ça. Pendant un moment, ils mettaient Ouais, en avant c'est vrai, je me Lucky rappelle, Guy, ouais. c'était leur truc. Ouais, il y en a eu plein des marques qui sont Parce que eux, apparues, qui ont leur marque, disparu. c'était On The Mat.
OTM, je sais pas si tu te rappelles. Ah, si, oui, OTM. Exact. OTM. Ouais, exact. Il y avait, je crois même qu'il y avait Laurence Cousin qui était sponsorisé par eux à une époque. Peut-être, ouais. Ça te dit quelque chose. Donc voilà, on a vu pas mal de marques commencer à émerger du fait que, comme je te disais, les usines de production étaient... Enfin, ils utilisaient plus des usines vers le Pakistan qui coûtaient moins cher qu'au Brésil, Ouais. en l'occurrence. Le gros boom, ça a été en 2000, Shoyurol, une marque qui est née à Guam. Alors si je dis pas de conneries, il me semble que c'est des élèves de Ricardo ou de Léo Vieira. Enfin, c'est des élèves de Checkmat, il me semble qu'on Ouais, fait ça. c'est les gars de Checkmat. Et là, ils ont commencé un gros business d'édition limitée. Alors, il faut savoir qu'ils avaient un design qui était sympa. Ils avaient les coutures. Tu sais, si on revient un peu en arrière, les marques, souvent, c'était des patchs qui étaient collés par-dessus, enfin, cousus par-dessus le kimono. Ou collés d'ailleurs, hein, des fois. Et eux, ça a été parmi les premiers. Ça date de 2000 quand même, hein, ça remonte, hein, tu vois. Ouais, c'est fou ça. Déjà 18 ans. Hein. Non, je te dis des bêtises, c'est plus tard, excuse-moi. Non, c'est dans les années 2000, mais c'est plus tard. Non, ça doit être plutôt même fin des années 2000. Ouais, fin de 2010, un truc comme ça, non? Ouais, peut-être un peu avant, mais bon, à vérifier. Il y aura sûrement des spécialistes qui se connaissent plus que moi, qui ont la date en tête. Mais du coup, ça a été une des marques à mettre vraiment en avant le fait que tu aies les logos cousus directement à même le kimono, tu vois. Pas un patch collé par-dessus ou cousu par-dessus. Et du coup, eux, ils avaient un design qui était assez sobre, assez sympa. Ils faisaient des kimonos vraiment beaux. Mais ils sont lancés dans ce business d'édition limitée, et qui dit édition limitée dit prix exagéré. Prix illimité. Prix illimité. Alors, on a commencé à avoir des kimonos, je sais plus comment ça se passait, mais je crois qu'ils lançaient des offres, ils prévenaient voilà, tel jour, telle heure, il y aura un lot de... Il y avait un stock limité. De stock limité qui partira sur eBay, je crois, au départ. Hein. C'est possible, je sais plus comment ils ont commencé. Sur leur site ou via eBay. Ouais. Et je me rappelle que c'était la folie. C'était en une demi-heure, ça partait. Ouais. Et après, ça se revendait sur eBay. Ça se revendait à prix d'or. Bon, ça, moi, j'adhère pas trop quand même à ce système qu'ils ont mis en place. Ouais, j'adhère absolument pas. J'ai jamais acheté un seul Shoyurol de ma vie. Ça, ils ont vraiment fait un... Ah, moi, j'en ai acheté un au Japon. Il y avait un mec qui en vendait un, pas très cher en plus, ça m'avait étonné. Une édition, c'est tous des éditions limitées, mais c'était l'édition Maeda, je me rappelle, je l'ai encore. Je l'ai pas trop mis parce que c'était peu de temps avant qu'on commence à avoir un partenaire. Voilà. On en parlera d'ailleurs probablement une autre fois. Alors moi, j'ai plein d'élèves, plein d'amis qui mettent des Shoyurol. C'est des bons kimonos, ça par contre, il n'y a pas de doute. Mais moi, j'ai toujours été étonné par leur tagline, leur phrase là, Rebel against the mainstream. Ouais. Alors pour moi, Shoyurol, c'est vraiment le truc, je dirais pas truc de pigeon, mais c'est un pur effet marketing. Ils créent le manque dès le départ, et tout le monde les achète à des prix de ouf, en sachant que tu l'achètes à un prix de ouf, qui est complètement... Pour moi, c'est... J'ai jamais adhéré à ce concept de... Vraiment, non, c'est pas beau, non. Et d'autant plus que c'est des kimonos qui leur viennent pas si cher en fait. Quand on connaît un peu le business des kimonos, on sait que ça revient pas si cher que ça à faire avec kimono. Mais historiquement, même avant tout ce boom et tout, même au début des années 90, c'était quand même déjà cher les kimonos. Hein. Bon, on n'a pas connu à cette époque-là, mais quand on a commencé à pratiquer, tout début des années 2000, c'était déjà super cher les kimonos. Ouais. Les mecs se prenaient déjà des marges de malade. Ouais. Et pour des kimonos pas forcément très résistants. Alors, c'est bien sûr, quand tu venais avec un kimono judo, ça se voyait direct, la coupe elle n'était pas adaptée. C'était des manches très larges, le haut, enfin l'espèce de la jupe là, tu vois ce que je veux dire, qui tombait trop bas. Sous la ceinture quoi, le truc. Voilà, donc c'était pas forcément adapté non plus, mais c'est vrai que les marges qui se faisaient à l'époque, ça n'a pas trop changé quoi. Maintenant, ce qui est bien, c'est que comme il y a tout ce business qui s'est développé au Pakistan notamment, alors je te dis le Pakistan, mais il y a d'autres pays où c'est fait, bon je les ai pas en tête, mais dans cette zone-là, en tout cas. Il y en a qui sont faits en Chine aussi, je crois. En Chine, ouais, d'ailleurs, c'était fait en Chine. Maintenant, je crois qu'ils font également au Pakistan. Les derniers que j'avais regardés, ils ont fait comme tout le monde. Ils ont délocalisé Je crois qu'il y en a même maintenant en Afrique du Nord. Maintenant. Ouais, c'est possible. Ils vont là où ça coûte le moins cher. Et du coup, du fait qu'on a commencé à avoir des usines comme ça qui étaient de moins en moins chères, t'as des marques, par contre, qui ont voulu un peu
casser un peu le business, Faire du low cost. voilà, comme Free avait commencé à faire avec la téléphonie, et qu'on commençait à lancer des kimonos vraiment pas chers. Et ça, c'est bien parce que tu as quand même des marques qui te permettent de. Aujourd'hui, tu arrives à avoir des bons kimonos pas trop chers, à moins de 100 balles, hein, je pense. Oui, je pense À une qu'en époque, c'était pas 80, possible. Tu peux en avoir à 80, un truc comme ça. À une époque, quand on a commencé, les moins chers, c'était 150 balles. C'est marrant d'ailleurs parce C'était que hors de prix. je me souviens que nous, quand on a commencé, une des marques qui cartonnait aussi, t'en as pas parlé, c'est Dragao. Dragao, exact. Et nous, on avait tous des Dragao, Ouais, c'était c'est le vrai. gros truc. Ouais. Ils sponsorisaient d'ailleurs C'était- Satoshi. Je me Ouais. demande s'ils ont pas sponsorisé les Mendes quand ils étaient Si, ceinture bleue. ils ont commencé avec les Mendes, exact. Ouais. Si, je me rappelle. Et une marque Enfin, a ils ont complètement disparu. Les Mendes Je ont crois- commencé avec eux plutôt. Je crois Dragao, ça n'existe plus. Je sais pas, mais est-ce que c'était pas Il lié y avait Hunter aussi. Est-ce que c'était pas lié à la famille Bering Non, Dragao? c'est Hunter justement. Non, et Bering portait Dragao, ça j'en suis sûr. Si, c'est Et possible. il me semble qu'il y avait un lien avec Ouais. lui. D'ailleurs, pas que Bering, t'avais les élèves de Bering aussi. T'avais Verdum, Ouais, t'avais Mario Race. Corletta. Voilà, tous les élèves de Bering portaient ça à l'époque. Ouais. Et Bon, après, c'est comme tout, hein. T'as des marques qui naissent, qui vivent. et oui, meurent, on a hein, vu donc, pas mal de marques apparaître, disparaître. Alors nous, on a eu de la chance, c'est qu'en 2012, on a été contacté par une marque. Alors je crois que c'était suite à un combat de Maxime contre Langui. Une marque qui nous a contacté, qui nous a dit oui, je cherche à développer ma marque en Europe. Et puis on a eu un super contact, c'est une marque coréenne. On va faire un petit peu de pub, hein. Ouais. On fait ce qu'on veut, Pour c'est le notre coup, podcast. vraiment- hein. ouais, ça- Non, mais pour le coup, c'est vraiment une bonne marque, moi, je trouve. Alors ils ont Et changé là, de nom, hein, par contre. ouais. Ça s'appelait Muay à une époque. Je pense que le nom était difficilement prononçable pour pas mal de gens. Je pense pas vraiment qu'ils aient changé de nom, je pense qu'ils se sont fait de sous-marques. Parce que Oui. aujourd'hui, t'as plusieurs sous-marques. T'as Vital, Ouais. t'as Pandemic. Alors sauf que Vital, ça, c'est devenu la marque. hein. C'est ce qu'ils mettent en avant. Ouais, maintenant. c'est vraiment. Mais leur j'ai site l'impression- s'appelle encore Muay, Muay Il ouais. a changé de nom, je crois. Muay Enfin, JSCA, non Ouais, mais Subculture, hein. je crois que Muay Vital maintenant, je crois. Ah, Où il y d'accord. a, tu vois, il y a un lien qui mène vers celui-ci. Ouais. Bref, enfin, en gros, voilà, c'est Muay qui est devenu Vital, ou alors qui utilise surtout sa sous-marque Vital. Et ils font des. Alors, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est la première, ou alors vraiment une des toutes premières marques à avoir fait quelque chose qui s'est vachement répandu, c'est d'avoir commencé à Faire des imprimés. faire des imprimés à l'intérieur des kimonos. Ouais. Et ça, c'était vraiment, vraiment classe quand ils ont commencé à le faire, ça l'est toujours d'ailleurs. Et surtout qu'ils avaient un design vraiment sympa. Ouais, à la base, ils étaient très sur tout ce qui est japonais, Japon féodal, Ouais, c'est ça, ukiyo-e, tout ce qui est estampe. Et ouais, c'était vraiment sympa. Le premier, c'était, je sais plus, c'était un samouraï ou un Ouais, truc c'est comme ça, ouais. à l'intérieur du style japonais. Vraiment, Et vraiment top. alors, bon, forcément, on a un parti pris parce que nous, on travaille avec eux, mais moi, je trouve, les gens pensent ce qu'ils veulent, mais moi, et c'est véridique, je trouve vraiment que c'est, en termes de design, c'est une des meilleures marques. hein. Ben- Moi, je préfère ça, très sincèrement, à Shoyoroll. Mais bon, après, ça, c'est purement subjectif, hein, ça, Ouais, c'est non. mon avis, Ouais. voilà. Moi aussi. Et honnêtement, je vous assure que c'est pas pour vendre la marque parce que nous, on s'en fout. Hein, et qu'ils leur vendent, en vérité, on s'entend très bien avec eux. Mais moi, pour de vrai, j'aime vraiment bien cette marque. Et le pire, c'est que au début, j'aimais leur kimono parce qu'il y avait ce côté un petit peu, justement, estampe japonaise que je trouvais classe. Et même quand ils ont changé et qu'ils ont fait même des pandémies Classique, ouais. un peu orientés militaires, des ouais. vitales, un peu pompé Shoyoroll aussi, il faut Ouais. reconnaître des fois. Et ben même dans ces différences-là, je trouvais qu'ils faisaient vraiment des kimonos sympas et tout. Non, puis c'est de la qualité. Alors, le problème qu'on a pu avoir au début, nous, c'est quand ils ont commencé à nous sponsoriser. Le problème, c'est que les compètes IBJF, leurs kimonos passaient pas systématiquement. Ouais, au début, ouais. Et moi, il m'est arrivé de faire une compète avec un de leurs kimonos. Pourtant, j'avais vérifié, hein, parce que je savais que IBJF, ils rigolaient pas là-dessus. J'avais vérifié, ils m'ont sorti un truc de dernière minute. Au début, la fille, elle m'a laissé passer. Il y a un autre mec qui a fait ah, non, ça c'est pas bon. Et j'ai dû, en urgence, Ça, c'est typique des contrôles de kimono IBJF. avec un C'est-à-dire mec qu'il y en a un qui te fait ouais. passer, et il y en a un qui fait hey, toi là, viens là. Ouais. Il vérifie, non, c'est pas bon. Et après, tu dégages. Tu dois être acheté un kimono Et j'ai à dû l'arrache. en urgence aller acheter un kimono qui m'a coûté une blinde, 170 €, je me Un rappelle. petit choral, light. Ouais, j'ai pris un Coral, j'ai cherché le moins cher possible. Hein. Mhm. Tu vois, c'est bien fait leur truc.
C'est Ah, un t'as pas très de très film, bon. il y a la petite boutique là. Il y a la boutique là avec qui on travaille. Ouais. Vas-y. C'est Non, clair. enfin, je sais pas comment ça se passe. Hein. Peut-être que je m'avance en disant ça, mais Ouais. en tout cas, voilà. Maintenant, ils ont corrigé le tir. Muay Vital, et maintenant leur kimono passe bien. Et d'ailleurs, ils ont commencé à sponsoriser des mecs assez connus. Ils ont sponsorisé Ezra Lennon, un mec qui a battu Popovic en nogi, donc Ah, c'est ça, quand c'est même, vrai. c'est quand même un mec assez fort à DCC. Ouais. Et là, ils ont touché vraiment une grosse pointure, Merigali. Donc voilà, Merigali, c'est leur première méga star qui est sponsorisée par la marque. Et à mon avis, vu que nous on travaille avec les mecs qui sont ultra sérieux, c'est des mecs, voilà, on sent qu'il y a quand même un respect des gens avec qui ils travaillent. Et à mon avis, je pense qu'ils vont cartonner. En plus, leur design est vraiment sympa. Alors voilà, on commence à en voir un peu en France. Ouais, ça commence. Pas Et mal. puis, nous, nos élèves, on leur permet d'avoir un petit peu des prix. Donc voilà, ça commence à se développer. Et je vois pas mal de gens, hormis les mecs de nos clubs respectifs, au Gokudo, Cercle Tissier, qui commencent à emporter. Ouais, non, la marque se développe bien. Même lui, il me disait, et je pense aussi que c'est pour ça, on continue à bosser avec lui depuis pas mal de temps, que les chiffres en France étaient bons. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Donc voilà, je me suis un peu perdu. J'ai fait un peu une petite aparté là sur Muay Vital. Je voulais dire qu'en gros, il y a eu tout ce boom des kimonos et qu'on allait aujourd'hui vers une tendance vers quelque chose de plus sobre. Hein. On voit que les gens ont arrêté de mettre des patchs dans tous les sens. Et ça, je pense qu'il y a les frères Mendes ont pas mal joué là-dedans. Parce que avec leur kimono qui était plutôt sobre, pas trop de couleurs, noir et blanc, ils avaient des kimonos assez classe. Ouais. Et ils ont un peu amené ce côté, puis d'ailleurs ça va dans leur logique, eux c'est Ouais. quand même assez Épuré, stylisé. épuré, Ouais. ils sont quand même, c'est très cadré, très académique, toute Ouais. leur manière de pratiquer, Ouais. leur apparence et tout est codifié, tu sens Ouais. qu'ils ont apporté quelque chose à ce niveau-là. C'est vrai que le jiu-jitsu brésilien, normalement ça part un peu dans tous les sens. Hein. Ouais. Il y a un côté un peu désordonné, à la limite du bordélique. Ouais. On sent qu'ils ont voulu s'éloigner de ça. Ouais. Et apporter quelque chose vers lequel moi j'adhère, hein, tu vois, je trouve que c'est Ouais, bien, ouais, quand non, même. moi aussi, je trouve que ce qu'ils Même ont fait, c'est fort. tu regardes leur académie, elle est quand même assez classe et tout. Ah, ouais, c'est très classe. Et tous leurs élèves ont leur kimono. Alors, je sais plus, c'est Ruka, je crois, qui les sponsorise, Ouais, je crois. il me semble. Et voilà, ils ont quand même des designs assez classe Mais sur le kimono. ce qui est fou pour avoir vu le truc grandir, c'est à quel point ça a pris des proportions hallucinantes, cette passion que certains pratiquants peuvent avoir pour le kimono. C'est-à-dire qu'il y en a, tu as l'impression, ils sont plus intéressés par les kimonos que par la pratique du jiu-jitsu. Il y en a qui deviennent complètement addicts avec ce concept-là Ouais, c'est vrai. des kimonos. Avec des shoyoroll, des trucs comme ça. C'est vrai que voilà, quand t'aimes bien les. Rôles, ça va même au-delà. Il y a des gars, ils suivent des marques, ils Ouais. militent pour que leur marque cartonne, ils veulent avoir l'édition limitée. C'est vraiment une facette du jiu-jitsu dans laquelle nous, on n'est jamais trop rentré. Bon, d'autant plus que nous, étant sponsorisés, on n'achète pas nos kims, quoi. Mais moi, c'est un truc qui m'a jamais. Ça m'a jamais trop intéressé cette partie-là, mais je vois plein de gens autour de moi et je sais qu'il y a toute une partie de la communauté du jiu-jitsu qui est à fond sur ça, sur les kimonos. Oui, mais c'est comme tout, hein. De toute façon, c'est un business qu'ils ont développé. Et puis quand t'as des trucs qui sont bien faits, genre shoyoroll, ça donne d'autant plus envie de s'y intéresser. Maintenant, moi, ayant vu un peu l'envers du décor, je sais comment ça se passe. D'ailleurs, je sais qu'il y a très peu d'usines en fait qui font des kimonos et tout le monde les fait dans les mêmes usines. Et je sais même que chez Roll, par exemple, t'as le mec qui possède on va dire les designs dans l'usine. Et alors, je vais pas balancer de trucs, mais je sais qu'il y a certaines usines, le mec il produit le kimono à partir du design qui lui a été prêté par la marque pour vendre les mêmes kimonos. Mais pas sous licence officielle, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et au final, tu lui payes 2 fois moins cher, mais tu as exactement le même produit. C'est ça. Et ça fait vachement relativiser le fait que, tu vois, C'est clair. la marque ne possède pas sa propre usine avec son propre mode de fabrication. Ouais. Moi, ça me fait vachement relativiser sur le... Non, mais tout ça, c'est du business. Ça va au-delà du jiu-jitsu. C'est la mode, quoi.
Et juste une petite remarque avant Ouais. de conclure, c'est qu'il y a aussi des kimonos français qui ont été faits avec Atom, donc une marque française. On pourra un jour peut-être en parler avec Stéphane, quelqu'un que je connais bien qui s'occupe, Stéphane, Alex et je crois Patrick. Ils sont plusieurs et qui ont développé eux-mêmes leurs kimonos. Donc on a une marque française de kimonos qui se porte bien, qui sponsorise aussi Il des y en a athlètes. plusieurs, hein, je crois qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plusieurs. Bon, après, je te parle d'eux parce que, en l'occurrence, je connais bien une des personnes qui est en charge. Et bon, c'est sympa aussi de voir qu'il y a des Français qui ont... Du coup, ils les fabriquent en France? Non, il les fait fabriquer pareil, c'est les mêmes Ouais. circuits. Hein. D'accord. Bon, après, je vais pas trop dire de conneries, mais oui, je pense qu'il les fait Bah, fabriquer. le problème, c'est que si les t'as un mêmes mec qui veut usines. se lancer en France là-dessus et qu'il les fabrique en France, ça va coûter plus cher. Ouais, ça c'est sûr. Et il va être en concurrence avec toutes ces marques-là, ça va Ouais, être non, compliqué. je pense Quoi. que c'est compliqué. Déjà, je pense que à mon avis, c'est très concurrentiel. Hein. Je pense qu'il y a tellement de marques, etc. Mais ils ont quand même réussi Je serais curieux de savoir qui est le leader mondial actuel d'ailleurs là-dessus. Ouais. J'ai pas trop d'idées. Hein. Ouais, je sais pas. Bah, après, il y a leader en termes de quantité, puis après en chiffre d'affaires, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que, tu vois, Choleral, par exemple, à mon avis, Ouais. il cartonne. Il n'y a pas forcément de quantité de dingue, mais à mon avis, Ouais, c'est vrai. ils ont un business model qui est bien à leur avantage. Ah, c'est sûr. Ok, donc comme tu as vu, Kinan a fait une déclaration un peu fracassante Ouais. sur Instagram, je crois. Ah, ça partait d'une vidéo, hein, je crois, non? Pardon? Ça partait d'une vidéo, je crois, non? Ouais, une vidéo, je crois, d'un stage qu'il donnait en Corée, là, où il a déclaré que... je pense Il qu'on avait lui a- changé de coupe de cheveux. Ouais, il s'était mis les cheveux en bleu. Non, je pense que quelqu'un lui a posé une question sur le berimbolo et je pense qu'il a été un peu saoulé parce que peut-être on lui posait souvent ce genre de questions. Ouais. Et il a dit qu'en gros, le berimbolo, ça marche plus. Il a dit c'était une mode de 2 ans et maintenant ça marche plus, les gens savent le défendre. Il dit ça marche jusqu'à la bleue, mais passer au-dessus, c'est trop facile à défendre. Il a dit aussi que beaucoup de ceintures noires ne comprenaient pas trop les concepts et tout. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu osé de sa part de censer dans... Alors ça, je crois pas qu'il ait dit à ce moment-là. Je Ouais. crois que c'est quand il a développé parce que forcément ça a suscité des réactions. Bon après, Kinan, c'est souvent quelqu'un qui sort des trucs. Il a toujours un espèce de second degré. Ouais, mais bon, là, le il- second degré, il passe mal quand même. Hein. Oh, Je trouve, moi, ça me fait marrer. Je trouve ça marrant. Puis c'est quelque chose que moi j'avais déjà sorti en disant ouais, le berimbolo ça marche plus. Non, mais c'est ça, j'ai aucun souci. Dire que beaucoup de ceintures noires qui comprennent pas et tout. Ouais. Même s'ils le pensent, et même si c'est vrai, Ouais. moi, je trouve que tu dois pas le dire. Oui, Mais bon. non, mais bon, c'est sûr. Bon, après, c'est le personnage, il a toujours ce côté un peu provocateur, etc. Bref. Donc, il est revenu ensuite dessus. Alors, je sais plus si c'est dans un second temps ou directement, mais il a précisé ce qu'il disait, ce qu'il voulait dire par là. Il disait qu'en gros, ça marche encore. C'est une technique encore assez bonne. Mais pour les poids légers, à partir de médio, ça marche plus. Et ça marche de moins en moins, de manière générale, au niveau de la ceinture. De toute façon, ça marche pas. Et c'est très simple de vérifier. Il faut regarder tous les combats du mondial en ceinture noire et de voir combien il y en a eu. Lui, on parle bien de berimbolo dans l'idée de prendre le dos. C'est bien ça Exactement. qu'il dit. Alors, il a reprécisé ça aussi. Ouais. Il a dit dans l'idée de prendre le dos.
D'accord, parce qu'il me semble qu'il dit que pour un sweep, ça marche très bien. Ou ça peut marcher. Ça peut marcher, Ça mais peut marcher léger. bon, si tu veux, j'ai l'impression Ouais. que moi, il s'est fait critiquer quand même, forcément, en sortant ce Ouais. truc-là, et qu'il a un peu fait marche arrière en disant non, mais ça ne marche pas pour les poids lourds, pour Ouais. prendre le dos. Mais bon, alors là, on reviendra Ouais. dessus, mais pour moi, ça n'a jamais marché pour les poids lourds et pour prendre le dos. J'ai quasiment jamais vu Ouais, de berimbolo mondial les lourds, en ouais, adulte je chez crois les pas. lourds pour une prise de dos. C'est Ça très me dit rare. Bref. Donc le berimbolo, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément? C'est en gros une technique qui consiste à se mettre en dessous. Bon, la manière classique, souvent, c'est d'attraper la ceinture ou les hanches. On peut aussi attraper le col. Faire tomber l'adversaire Alors, sur ça ses part hanches. pour rentrer dans les détails techniques, Mhm. ça part d'une Dollarima en fait. Hein. Ça part d'une Delariva, ouais, ça a été développé par la Delariva. Ça fait tomber l'adversaire sur les hanches et en gros, on tourne sur ses épaules. Et on finit par prendre le dos à partir d'effectivement de la position de base qui était la Delariva. C'est une sorte de prise de dos en roulant sur ses épaules. Bon, bref, vous pouvez regarder sur YouTube si vous ne connaissez pas, mais j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous avez déjà une idée de ce qu'est le berimbolo. Bah, pour info, je sais pas si tu connais un peu l'historique, l'étymologie du terme berimbolo. Berimbolo, ça veut dire scramble, Mhm. qu'on pourrait traduire par bousculer. Mhm. Et apparemment, parce que bon, c'est toujours à vérifier ce genre de choses, mais apparemment c'est Galvao qui aurait donné ce nom à cette technique. Alors il y a le magazine Tatame qui lui prétend, mais peut-être à tort, que ce serait Marcel Ferreira qui serait le père de la technique. Et c'est marrant, je t'avais parlé de Marcel Ferreira, parce qu'il se trouve que la dernière fois que je suis allé au Brésil, je me suis entraîné chez lui. Ah bon? Ouais, Marcel Ferreira, c'est un ancien de chez Carlson, qu'on voyait souvent dans tu sais, toute l'équipe Carlson Gracie de l'époque. Là, Il y avait un mec, lui en l'occurrence, qui faisait beaucoup de Vaetudo notamment. Et c'est marrant parce que quand je me suis entraîné dans son club, il venait juste d'ouvrir, il était juste au même niveau en face de l'académie Strauch. Oui. Je sais plus si c'est avenue Copacabana Ou Atlantica, une des deux, quoi. Une Je des crois deux, que c'est ouais. Copacabana, hein. Et pendant que je faisais son cours à lui, alors c'est assez marrant parce que son cours, j'étais allé et on était 3 au cours, Ouais. dont lui et un autre mec, 4 il me semble, 4 excuse-moi, 3 élèves plus lui, donc dont moi, lui, plus 2 élèves en gros. Et en même temps, on voyait le cours en face de Strauch parce qu'ils ont les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud. Ouais. Bon, bref, c'est assez marrant, j'ai discuté avec lui. Et il se trouve que ce mec, selon Tatame, ce serait lui le père de la technique. En fait, il faisait beaucoup de Dollarima, il y avait un de ses élèves qui le mettait souvent en galère. Puis il a fini par tourner vers l'extérieur pour commencer à attaquer comme ça. Alors Galvao, il réfute cette théorie. Hein. Selon lui, ce que faisait Marcel Ferreira, c'était plutôt une technique hélicoptère, genre de truc, tu vois. Pas le berimbolo. Galvao, il a l'air de sous-entendre que c'est vraiment plutôt lui, c'est Athos, son équipe qui ont développé le truc. Et évidemment, les Mendes qui ont popularisé la technique. J'ai entendu aussi, je sais plus qui réclamait la paternité de cette technique. Également une autre personne, je sais plus, un compétiteur qui était encore actif il y a pas très longtemps, qui disait que c'était lui le premier à l'avoir mis. Après, les gens assimilent beaucoup de techniques au berimbolo en se disant Voilà. ça c'est un berimbolo, Alors, mais voilà, ils savent justement. pas vraiment ce que c'est qu'un berimbolo. En Des fait, fois, on a je l'impression. je pense que tout vient de là, c'est qu'est-ce qu'on définit par berimbolo. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça qui est important parce que le fait de tourner sur ses épaules, tu peux tourner dans un sens, ça va être le berimbolo, tu tournes dans l'autre, ça va être ce qu'on appelle Kiss of the Dragon. Ouais, c'est Ok. Donc les gens font la confusion. Ensuite, dès que quelqu'un tourne sur ses épaules et essaie de prendre un peu le dos, on dit ouais, il fait du berimbolo. Oui, parce que, alors, juste la Dollarima où tu rentres à l'intérieur, moi, il me semble que c'est parmi des techniques qu'on voyait, nous, quand on a commencé même, hein, tu sais, tourner, pas pour prendre le dos, mais. Non, on rentrait la jambe intérieure, on attrapait l'autre jambe et on Voilà. faisait tomber le Alors, gars. quelqu'un qui voit ça va peut-être se dire, ah, mais c'est. Un peu ce qu'a fait Bouchécha contre Roger Gracie au Métamoris. Ouais. Un peu ce genre de choses. Il y en a qui, à un moment donné, ont dit ouais, il lui a mis un suivi en berimbolo. Alors, tu sais, moi j'en ai parlé à Bouchécha quand il était venu chez nous. Oui, je J'en me ai souviens. parlé, je lui ai fait, oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que tu avais fait un berimbolo. Et il s'est énervé, il fait, ah non, moi je fais jamais de berimbolo, c'est pas un berimbolo. Je me souviens. Le mec s'était énervé. Ouais. Non, ça c'est pas du tout un berimbolo. Ouais. Donc voilà, après tout va dépendre en fait de ce qu'on définit, ce qu'on décrit par berimbolo. Justement, hier on en parlait avec un de nos élèves qui nous disait ouais, il y a eu Harry Farias, Moussou Messi, il y a eu une prise en berimbolo. Et en fait,
Non, c'était pas un berimbolo, c'était ce qu'on appelle ce que les Mendes appellent baby bolo. Encore une variante où là, tu es encore en Delariva et tu prends le dos directement sans rouler sur les épaules. Sans rouler. En gros, il y a une espèce de confusion globale avec... et je pense que quand Keenan, lui, disait que le berimbolo ne fonctionnait pas, il parlait de la pure prise de dos. C'est ça. Et pas et pas de manière générale des tentatives de prise de dos en roulant sur les épaules. Mais le pur berimbolo, effectivement, la pure technique elle-même, effectivement, je pense qu'on ne peut que lui donner raison. Les purs berimbolo pour prendre le dos, c'est de plus en plus rare. Pourquoi ? Parce que pendant un moment, ça a été la grande mode. Tout le monde ne parlait que de ça. Les ceintures blanches voulaient faire du berimbolo. Et donc, au bout d'un moment, c'est comme tout en jiu-jitsu. Il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode et les gens s'y intéressent et il y a des contres. Et les contres se développent et le jiu-jitsu progresse. Et il n'y a pas trop de technique. Même la 50-50, à l'époque, c'était présenté comme la garde impossible à sortir. Maintenant, des sorties de 50-50, il y en a énormément. Et la 50-50 n'est plus si statique que ce qu'elle était. La worm, c'est pareil. La worm, maintenant, les gens savent passer des worms. Exact. Il y a plein de passages de worm. Alors qu'à l'époque, on l'a vu, on a dit non, mais là, on va galérer s'en pendant sortir. des années. Alors que maintenant, je dis pas que c'est facile de passer des worms à 50-50. Ça reste des gardes très très fortes. Mais, il y a des bonnes sorties. Il y a des bonnes sorties maintenant. Et donc, bref. J'ai regardé ça et ça m'a rappelé quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui était l'aspect statistique de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas au niveau du jiu-jitsu. Et il y a un site dont tu vas parler tout à l'heure, je pense, qui s'appelle BJJ Heroes, qui a fait ça sur certaines compétitions, des compétitions importantes, dont les Pan Am, le Mondial, etc., qui a récupéré tous les combats noirs adultes, un par un, et à lister qu'est-ce qui a été fait, combien de sweeps à partir de telle position, combien de soumissions, etc. D'accord. Et ça donne un tableau intéressant de ce qui à haut niveau passe ou ne passe pas. Donc j'en ai profité pour rejeter un coup d'œil à ces stats-là. Ouais. Alors déjà, c'est intéressant de remarquer que les renversements représentent 2/3 des points. C'est-à-dire que sur l'ensemble des points qui ont été mis au mondial, les 2/3 concernent des sweeps. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut pressentir, parce que c'est là que beaucoup de choses se jouent. Je le dis souvent, c'est dans la garde ouverte que beaucoup de choses vont se déterminer. Et c'est vrai que c'est souvent plus facile de sweeper que de passer une garde. C'est moins significatif comme point mis. Et ça représente donc effectivement 2/3 des points. Sur ces sweeps, il n'y a que 2% qui concernent des points mis à partir du berimbolo. 2% berimbolo. Donc c'est vraiment ridicule. C'est anecdotique. C'est ça, c'est marginal. Là. C'est marginal de chez marginal. Le maximum de points de sweep mis, c'est à partir de la 50-50. C'est le truc, le numéro 1. On sweep à partir de 50-50. C'est dingue. C'est dingue, mais c'est à pondérer. Et j'ai eu des discussions avec le gars de BJJ Heroes, parce que j'avais vu, et moi je m'intéresse pas mal à ce truc-là, et j'avais discuté avec lui. Et en fait, on a fini par plus ou moins affiner ces stats-là, parce que c'est pas si significatif de sweeper en 50-50, parce que tu te retrouves dans une position à partir de laquelle il y a énormément de sweep. C'est bien, tu lui as fait réviser ses stats alors. Exactement, ouais. Parce que je lui ai dit, il faudrait pondérer le truc, parce que combien est-ce que tu mets de sweep en 50-50 derrière lesquels tu ne vas pas te refaire sweeper en 50-50. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Des sweeps sans risque derrière, c'est ça. Exactement. Parce que là, tu te retrouves dans une position à partir de laquelle c'est facile de sweeper. Oui, c'est sûr. Et ça fausse un peu le jeu parce que se faire sweeper en 50-50, des fois, dans ta stratégie de combat, tu peux l'accepter plus facilement que de te faire sweeper sur une X-Guard ou une... Et donc, ça fausse un peu le truc. Donc la 50-50, c'est un peu à pondérer. Et d'ailleurs, on a vu en creusant justement ça que dans 90% des cas, quand tu sweeps en 50-50, tu te refais sweeper derrière. Ouais. Donc c'est vraiment à pondérer. Par contre, si je mets la garde 50-50 de côté, la position à partir de laquelle il y a le plus de sweep, c'est la demi-garde. C'est la demi-garde. Alors c'est marrant parce que la demi-garde, c'est par exemple, tu vois, les Mendes, eux, la demi-garde,
c'est une position qu'ils étudient peu. Hein. Ils Ouais, t'en ouais, parlent de la exact, demi-garde, pour eux, c'est pas vraiment une bonne Oui, c'est position, vrai. c'est pas du tout un truc qu'ils vont bosser. Ouais. Alors que dans les faits, la demi-garde, c'est la position, hormis le cas de la 50-50, à partir de laquelle il y a plus de sweep. D'accord. Après, demi-garde, c'est large, hein, tu vois. C'est large, effectivement. Quand Mais- quand le mec mais- est en QG sur toi, t'es en demi-garde. On peut Non, considérer des fois. non, parce que là, D'accord. c'est vraiment demi-garde. Il y a bien une différence. Par exemple, la reverse de la riva, que tu pourrais des fois, Ouais. dans certains Oui, cas, bah voilà, assimiler à une demi-garde. Non. C'est une demi-garde fermée donc, Demi-garde fermée, une D'accord. vraie demi-garde, tu vois. Juste derrière vient les renversements qui tiennent plus du scramble, tu Ouais. vois. Genre, il y a un ensemble d'actions, le gars se relève Ça en se tenant tape une et jambe, dernier le qui gars... se relève. Ouais, donc c'est pas une garde prédéfinie, mais un ensemble Ça d'actions. repart en single leg. C'est ça, D'accord. c'est un mix de différentes choses. Ok. Donc c'est 50-50 numéro 1, mais à pondérer par rapport à ce Ouais. qu'on a dit. En second, demi-garde, quasi à égalité avec scramble. D'accord. Et derrière, ensuite, tu as à peu près à égalité lasso, spider, worm, etc. Il n'y a pas D'accord. de grosses différences. D'accord. Sur les passages, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu as deux grands trucs, trois. Knee slide. Knee long slide. step. Knee slide, non, knee Ah, slide d'accord. et passage en pression, stack pass. D'accord, oui, d'accord. Over-under, c'est un stack pass par exemple? Non, Non, d'accord. non. Je vais vérifier parce que j'ai les chiffres devant moi, mais quand je dis stack pass, pour moi, c'est Ouais, tu vois, à la Cobrinha quoi. à la Cobrinha, exactement. D'accord. Tu vois, où tu vas vraiment mettre la pression. Ouais. euh, Tu ramènes les jambes derrière la tête du mec. Ouais, tu quasiment. passes un bras sous les jambes, Ouais, ouais, tu le tasses. Tu d'accord. tasses le mec. Ouais. D'accord. Et leg weave. Leg weave, donc c'est tu mets les jambes sur le côté et tu t'allonges sur les jambes du gars, tu vois, tu lui plies les jambes sur le côté. Voilà. En gros, c'est un peu les mêmes genres de passages qui sont D'accord. vraiment efficaces, tu vois. Loin derrière des passages comme le long step, Toriano ou des trucs un peu explosifs, Ouais. c'est beaucoup moins en fréquence, ok. D'accord, Donc ça, il y a c'est un- intéressant. il y a un X-Pass classique, on va dire. Enfin, tu sais, pas forcément tu lances ta jambe, mais. Ouais, très ça, derrière. Ça va considérer. Très derrière. Ah, c'est derrière ça? Très derrière. D'accord. Très derrière. Vraiment, et bon, pour le coup, ça m'a pas trop étonné parce que C'est vrai que knee slide, Knee c'est slide, évident que. ouais. c'est- tu vois, même des gars explosifs ou dynamiques comme Leandro Lo ont des knee slides de fou, quoi. C'est intéressant de se dire ça parce que tous les gens, enfin moi je fais pas énormément de knee slide, toi t'en fais énormément, Mm. mais ça fait relativiser, tu dis ouais je devrais peut-être me mettre au truc qui marche le mieux en fait. Voilà, alors ça, je pense effectivement que ça peut être C'est pour ça que dernièrement j'arrête pas de te demander. sur le knee slide. Ouais. Effectivement, je pense que c'est des pistes, mais bon, c'est difficile. Après c'est ce qui est le cas cette année ou les années précédentes, mais l'année prochaine sera peut-être autre chose. Ouais, le enfin, sport évolue. Hein. Entre le mondial et les Panam, oui, je pense sur des années, mais là, entre le mondial et les Panam, t'as les mêmes chiffres. Oui, mais c'est parce que c'est encore proche, mais peut-être dans 2-3 ans qu'on verra autre chose. Oui, bien sûr. Et je pense, c'est très, très probable. Regarde, là, pour Et te peut-être dire. un truc que vous faites vous actuellement. Non, mais C'est regarde, ça, le pire. ce qui est hallucinant, c'est de voir la 50-50 sur les sweeps, bon, Mhm. à pondérer. Mais par contre, c'est une des gardes qui amène le plus de soumission, la 50-50, D'accord. avec la garde fermée. Tu vois. D'accord. Donc, Ah, c'est dingue. alors, tu vois, une garde qui n'existait pas il y a 5 ans, aujourd'hui, Ouais. c'est une des gardes qui amène le plus de soumission. Sweep et de soumission. De sweep et de soumission. Sweep, bon, à Ouais, modérer, mais à modérer, de ouais. soumission, sûr. Donc, c'est très fort. Ouais, il faut peut-être voir les choses autrement. C'est-à-dire que peut-être que faudra peut-être pondérer au temps que tu as passé dans la garde. Tu vois ce que je veux dire? La soumission. Non, mais je veux dire, si tu passes 5 minutes de ton combat en 50-50 et que voilà, il te faut 5 minutes Oui. en moyenne dans la position pour soumettre Oui, contre oui. une autre position dans laquelle il faut peut-être Oui. 1 minute, Oui, bien sûr. il faudrait pondérer Oui, oui. du fait, et peut-être que les mecs se retrouvent dans ces gardes Oui. où ils veulent pas forcément se retrouver parce que c'est une bonne manière de défendre aussi. Bah, Mhm. tu peux prendre en compte plein de Oui, facteurs. oui, pour- là pour c'est faire à des partir du stats. moment où tu fais de l'analyse de données, effectivement ça devient des fois très complexe, il y Voilà. a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça ce que tu disais, ouais, le knee slide fonctionne énormément, je vais peut-être le faire. Là aussi c'est également, tu vois, à discuter parce que c'est très bien aussi d'avoir un jeu que d'autres n'ont pas. Ouais. Si toi tu as des passages très forts que peu de gens Bah font, oui. ça devient très fort aussi, tu vois. Oui, oui. Donc bon, c'est des, Ou un c'est des- système c'est que des d'autres infos, n'ont pas, voilà, un voilà. système différent, des fois c'est une grosse force. Ce que fait les Mendes. Ouais, c'est des fois une grosse force aussi. Donc bon, tout ça, c'est comme pour Bolsonaro, c'est difficile d'avoir des conclusions fermes et Ouais. définitives, mais c'est des éléments qui te permettent d'avoir une vision globale un peu différente. À noter aussi, chiffre intéressant, que 40% des combats finissent par soumission, ce qui reste très haut
tu vois. Ah, c'est élevé, hein. C'est élevé. J'aurais Mondial pas dit autant, 2007, tu vois. Paname 2007, pareil, 35%, je crois. Tu vois, sur les noirs Et adultes. ça hein. varie vachement. Moi, je me rappelle d'un mondial il y a très longtemps. Ça devait être en 2003 ou. Là, c'est pas que les finales, hein, attention. C'est pas que les finales, d'accord. Oui, parce que les finales, je pense, ça sera beaucoup moins. Parce que les finales, bah, c'est plus serré, t'as moins d'écart de niveau, c'est plus resserré, c'est plus stratégie. Donc je pense que là, la soumission D'accord. va être Parce moins que forte. justement, Je les ai pas en tête les le chiffres. mondial dont je te parlais, il n'y avait eu aucune soumission dans les finales. Oui, ouais, c'est Je possible. te rappelle. Ou Effectivement, alors c'est une, très- peut-être chez les filles ou un truc comme ça. Ouais. Mais Bref, c'est intéressant. Il l'a pas reproduit sur le mondial 2018, mais c'est toujours sympa de voir les chiffres comme ça. Bon, il y a pas c'est pas non plus le truc ultime à prendre en compte et de changer forcément son jeu en fonction de ça, mais ça donne des bonnes indications. Et bon, par rapport à ce que dit Kenan, effectivement, on ne peut que lui donner raison. Encore, enfin, si il parle de Berimbolo comme la pure technique Berimbolo. Encore que ce que je disais aussi tout à l'heure, on en discutait, c'est que le Berimbolo en poids lourd, ça n'a jamais fonctionné en vérité, tu vois. Donc tout ça, c'est déjà, difficile. déjà, il y a un truc, mine de rien, c'est que ça requiert une certaine souplesse que les lourds n'ont pas forcément, tout simplement. Et peut-être tout simplement un ratio gabarit, force, Tout à poids, fait. etc. Puis les lourds ont pas la même approche de la garde. Mhm. Plus tu vas vers les lourds, moins t'aimes être en dessous. Oui, Tu vois, un mec comme Leandrolo, par exemple, qui Il a faisait changé beaucoup de de jeu, garde ouais, avant, ouais, maintenant, il fait- en dessous, il met une main au col, Ouais. il essaie de tirer Ouais, fort. pour se relever. Ouais, ou pour se relever, tu Ouais, vois. bien sûr. Donc, c'est très complexe. C'est très complexe d'analyser ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, etc. Mais bon, en tout cas, ça a eu le mérite de lever un petit débat. Puis bon, Kenan, c'est quand même quelqu'un qui est assez intéressant. Il est influent, ne serait-ce qu'à voir tout ce que ça crée derrière son message. Les gens l'écoutent, hein, mine de rien. Oui, parce que c'est quand même Quelqu'un d'autre aurait dit ça aurait peut-être pas fait autant de buzz, quoi. Non, parce que lui, il a jamais été champion, du monde noir adulte, etc. Mais c'est quelqu'un qui a ramené énormément de choses de jiu-jitsu et qui a ce côté un peu scientifique, nerd du jiu-jitsu, qui ramène des nouvelles techniques, etc. Donc en ça, il est très écouté et respecté, quoi. Bref, tout ça pour dire que le berimbolo, la pure technique prise de dos berimbolo, effectivement, non, ça marche pas trop. Quand on regarde les stats, c'est factuel en tout cas. Ouais, c'est factuel. Mais par contre, tout ce jeu du berimbolo et les combinaisons, et le jiu-jitsu, ça sera toujours ça. Ça sera jamais une technique infaillible, ça sera toujours des systèmes. Et tout le jeu, si on doit penser le berimbolo en tant que système, et tout ce qui en découle, les prises de dos, les sweeps, les Kiss of the Dragon, et tout ce qui est jeu en roulant sur les épaules, en essayant de prendre le dos, voire à sweeper si on n'y arrive pas, tout ce jeu-là reste d'actualité et se mixe avec la 50-50, avec les waiter sweep, les single X, etc. Bref, tout ça, ça devient très diffus et fonctionne. Et reste quelque chose qu'on voit aujourd'hui et qui marche fort. Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the floor. Ooh, take it off for me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it off for me now, girl. I'll unzip the bag and watch it fall while I kiss your neck and shoulders. Donc le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est l'omoplata. Alors je remercie Marco parce que c'est lui qui m'a suggéré d'en parler.
Je vais te parler de l'omoplata. Alors là, pareil, encore une fois, j'ai fait une petite recherche historique. C'est une technique qui est plutôt ancienne en fait, hein, mais qui était peu utilisée. On la retrouve dans tu sais, les vidéos de judo axé plutôt au sol. Kozen Judo. Ouais, voilà, ou le Kozen Judo, le ou le Newaza. Jujutsu d'avant. Exactement. Et il me semble, lorsque j'en ai discuté avec Flavio Bering, que cette technique, elle était plus ancienne, en tout cas chez les Grécies, que le triangle. Ça peut paraître étonnant, mais parce qu'en fait, on va considérer que, ou peut-être certains ont considéré que c'était une clé de bras un peu, une variante d'une clé de bras en fait. Tu vois. Ouais, l'épaule. Bon, même si c'est l'épaule en l'occurrence, Ouais. mais tu peux presque la transformer en clé de bras aussi, tu vois. Oui. Et du coup, c'est une technique qui est vraiment ancienne, mais peu utilisée. Hein. Les Grécies l'enseignaient, mais si tu regardes les vieux combats de Rickson, de Royler, les compétitions qu'ils faisaient, jamais tu les voyais en faire. Hein. Non, en combat, il le faisait pas, mais moi, je me souviens, la dernière fois, justement, je parlais de cette défense, je regardais des vidéos de cette défense, et je regardais Elio montrer les techniques de cette défense, Ouais. et à un moment donné, il montre une omoplata. Dans Oui, son non, programme mais de c'est self. ce que je te dis, c'était enseigné. Ouais, c'est ça. Mais il la pratiquait pas. Mm. Il pensait pas forcément que c'était efficace, et surtout, c'était vu uniquement comme une soumission. une simple soumission. hein. Une soumission, Ouais. et pas un système qui peut Ouais. t'amener d'autres choses, un Ouais, setup ouais, ouais. pour renverser, pour Ouais. combiner avec une autre technique, Ouais. etc. Donc voilà, c'est seulement en 1994, pareil, c'est sur BJJ Heroes que j'ai vu ça aussi, Mhm. que la Confédération de Jiu-Jitsu brésilien, CBJJ, Confédération brésilienne, donc, a changé les règles pour y accorder des points en cas de renversement à partir de cette position. C'est-à-dire qu'avant, c'était uniquement une soumission. Si le mec roulait et tout, bah, t'avais foiré ta soumission, mais t'avais pas de points. Tu vois. Et après, on a considéré que en 94, on a considéré que ça pouvait être un système pour renverser également. D'accord. Une des personnes qui l'a popularisé vraiment, c'est Antonio Nino Chambri, célèbre combattant. Il y avait notamment, je sais pas si tu te rappelles, à DCC, ça devait être en 99, voire peut-être même avant, où il avait soumis un lutteur avec Ouais. cette technique. Il avait fait Je me une souviens. superbe au plata. Et lui, c'était vraiment un spécialiste. Hein. C'est un des mecs, je vois pas d'autres personnes à cette époque-là qui en faisaient aussi souvent que lui. Enfin, de mes souvenirs, hein, il y en avait peut-être, mais je les connaissais pas en tout cas. Ouais. Et lui, il était vraiment spécialiste hein, de cette technique. Après, tu as eu plein d'autres gars. Hein. Mario Reis, qu'on faisait beaucoup notamment. Ouais. Cobrinha, Langui, Clark Gracie, Il plus était récemment. souple des genoux, Mario Reis. Il arrivait à la placer à partir de la garde fermée en mettant son avant-bras en barrage. De très loin, il arrivait à la placer. Exact. Cobrinha, Langui, on en parlait. Je me rappelle qu'en 2008, on était allé au Brésil et j'avais vu au Rio Open, j'avais vu Langui en faire pas mal. Et après, ils ont développé le monoplata, qui est un peu un dérivé, on va dire. Mhm. Mais Allianz, ils avaient un jeu quand même assez axé sur le monoplata. Ouais. Maintenant, t'as les Mendes, même Athos, ils font beaucoup de monoplata quand même. Alors, tous ceux qui travaillent la garde, forcément, à un moment ou à un autre, ils y sont venus. En MMA, pareil, je t'en parlais la dernière fois, je disais que Nogara, il avait été très précurseur hein, sur toutes les techniques Il en a importées fait, du Jiu-Jitsu. Et lui, je me rappelle d'une très belle qu'il avait fait à Gary Goodridge, c'est en 2001, juillet 2001. Ouais. Il avait switché à partir de plata sur un triangle. Et là, je me rappelle, je la connaissais déjà, cette technique à l'époque. Mhm. Et je m'étais dit, putain, quelqu'un qui arrive à placer ça en MMA, je m'étais dit, ah ouais, c'est vraiment là. On voit vraiment que le Jiu-Jitsu, ça peut s'appliquer en MMA. Et j'avais vraiment été content de voir ça. En plus, il le contrôlait à partir du plata. Tu aurais tendance à te dire, mais non, c'est une position, tu vas pas faire ça en MMA. Mais si. Là. Après, il y a aussi. Alors attends, faut que je me rappelle de son nom. Le mec qui combat. L'élève de Royler qui avait fait un street fight contre Crazy Horse, là, Charles Bennett, là. Ah, Tu l'as vu ce combat le coach au sol de la shootbox. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle déjà? J'ai un trou de mémoire. Marcelo, quelque chose, je crois. Oui. Marcelo. Et Cristiano Marcelo. Cristiano Marcelo, c'est ça. Non, ça c'est un genre de foot, ça. Non, je rigole. Ouais, non, c'est ça. C'est Cristiano Marcelo. Il avait mis ça, effectivement, à Crazy Horse, donc un combat un peu dingue.
combattant un peu dingue. Dans les rideaux, là. Ouais, et en combat de rue, mettre une omoplata. En backstage du Pride. Ouais, c'est ça. Ça m'avait fait rigoler quand même. Mais, Elle est marrante cette vidéo, hein, si vous avez 5 minutes. Ouais, elle est marrante. D'ailleurs, toutes les embrouilles entre Crazy Horse et Vanderlei Silva, parce qu'ils se sont embrouillés au Rising. Il y a toutes les vidéos où ils s'embrouillent dans les couloirs, dans les hôtels. Là. Vous pouvez regarder ça, c'est assez marrant. Donc, ouais, effectivement, ce combattant l'a fait en MMA. Enfin, en combat de rue plutôt. En jiu-jitsu, il s'avère que c'est en jiu-jitsu, pardon. Il s'avère que c'est une position assez fondamentale. C'est devenu, on disait, un setup pour pas mal de possibilités, de combinaisons. Moi, j'ai commencé beaucoup à la faire. À partir de la garde Colemanche et la Spider, forcément. Et c'est devenu vraiment une partie intégrante de mon jeu. Et beaucoup des renversements que j'ai fait en compète, c'était sur omoplata quand même. J'en ai beaucoup fait. Toi, tu l'as fait plus récemment, mais tu t'en fais beaucoup maintenant, toi aussi. Hein. On fait beaucoup. L'omoplata, ça fait vraiment partie de ton jeu maintenant. Hein. Ouais. T'as vraiment développé ça. Voilà, je sais pas si t'as des petites choses à rajouter sur cette position. Non, le truc, c'est que moi, souvent, je pense que l'omoplata, en tant que soumission, au début, c'était considéré comme une soumission. Ouais. Puis ensuite, c'était considéré comme un setup vers des sweeps. Ouais, c'est ça. Devant, derrière, sur le côté. Tu vois, c'était une bonne position. Et je pense que c'est une position, suite notamment à Clark Gracie, qui devrait plus être considérée comme une soumission, en fait. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand j'ai quelqu'un quand je fais vraiment ça s'est perdu, en fait, c'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. Et moi, quand je fais mon jeu numéro 1 et que j'ai une omoplata, je m'occupe pas des 2 points. Par exemple, si la personne, pour défendre l'omoplata, commence à rouler, je continue, je reroule. C'est ce que fait Clark Gracie. Hein. C'est ce que fait Clark Gracie. Ouais. Et tant qu'à faire, tu risques pas grand-chose à faire ça. Parce qu'au bout d'un moment, le gars, il va tellement flipper de la soumission qu'il va prier pour que tu les prennes, les 2 points. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore l'aspect soumission de l'omoplata est peut-être encore un peu trop sous-estimé, sous-utilisé. Et les gens ont peut-être le défaut de souvent trop considérer l'omoplata comme un setup pour des sweeps. Ouais. De base, la position, quand on sort, elle te procure un avantage, si je dis pas de conneries. Hein. Non, tu n'as pas d'avantage. Omoplata, tu mets l'omoplata, le gars sort. À une époque, c'est un avantage, il me semble. Hein. Peut-être, mais en tout cas, là, c'est plus le cas. Omoplata, tu commences à travailler la soumission. Il sort. Non, alors. Mais alors, comment tu définis que tu travailles la soumission? Parce que c'est après, limite, c'est toujours. C'est très subjectif, alors. C'est les règles IBJJF. Ouais. Je pense que dans le IBJJF, dans le livre des règles, l'avantage, c'est quand tu as fait presque. C'est quasi, le mot en portugais. T'as presque soumis, presque sweepé, presque. Ouais. Donc là, le presque, hein, tu te débrouilles avec, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, mais l'omoplata, genre, t'as réussi à mettre une omoplata, ce qui est quand même significatif dans un combat, tu vois. Mais si t'as pas bossé la soumission, si t'as pas bossé de sweep et que le gars en ressort, t'auras pas d'avantage. Ça, alors, moi, je reviens juste sur les règles parce que moi, je me rappelle lors des stages d'arbitrage, enfin, sur les règles que j'ai pu faire. Normalement, le principe de l'avantage, c'est que par exemple un juji gatame, une clé de bras tendue, tu as l'avantage à partir du moment où tu t'es retrouvé un moment avec le bras tendu en contraction. Donc ça, c'est parce qu'à un moment, tu es dans la position, c'est-à-dire que tu tiens le bras mais tu n'as pas tendu le bras, tu n'as pas d'avantage. Mais tu l'as tendu dans une position où normalement à partir de laquelle tu peux faire taper, tu as les points. Oui. L'omoplata, à partir du moment où tu as commencé peut-être à clouer l'épaule du mec au sol, là tu dois avoir des points, je pense. C'est ça, mais ça, pas des avantages, ça sera pas écrit sur les règles. Ce qui fait foi dans les règles, enfin, encore que là, on pourra en rediscuter, hein, parce que c'est pas aussi carré que ça, mais ce qui devrait faire foi pour les règles, c'est une bible des règles. C'est le IBJJF Rulebook, dernière version. C'est ça qui devrait être le truc total et absolu. On sait bien que c'est pas le cas, parce que c'est aussi ce qui fait qu'ils vendent leur séminaire de règles et compagnie. On a déjà parlé plusieurs fois de ce qu'on pouvait reprocher aux règles IBJJF. Mais dans le livre, en tout cas, dans les règles, c'est la notion de presque soumis.
Donc l'omoplata, effectivement, si tu as collé le mec au sol, il est face terre et que tu es en train d'essayer de te relever et que là il roule, on peut considérer que tu l'as presque soumis. Ouais. Mais si tu fais une omoplata, que le mec est très droit et que tu as juste le contrôle en omoplata, là il n'y a pas du tout de soumission, il n'y a même pas de début de sweep. Ouais. Le mec se lève alors que tu as l'omoplata, tu n'auras pas de. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai perdu un combat qui m'a coûté une finale à Lisbonne en ceinture marron. Contre Ryan Bourgard, je sais pas si tu te rappelles. Je l'avais en omoplata. Alors, je l'avais au début bien en omoplata classique, mais après, il a mis le poignet non pas tourné vers ses jambes, mais vers le haut de son corps. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Bon, là, c'est normal, hein, mais j'ai eu quasiment tout le combat comme ça. Ouais. Et à la fin, quand il est sorti, je me suis dit, je vais marquer au moins un avantage. Et j'ai pas eu d'avantage. Et lui, il m'a mis un avantage. Et malgré tout, il y avait égalité. J'ai perdu la décision. Mais je me rappelle, ça avait été dur d'accepter la défaite dans ces conditions-là. Et surtout que ce gars-là, il a fait un podium au mondial, je crois, en marron. Ouais, il a gagné le mondial en marron. Ouais. Premier en mondial marron. Ouais. Ça a été une belle victoire. Et après, il est tombé contre JT Torres. Il a perdu au point, aux avantages même. À Lisbonne. À Lisbonne, juste après. Bah bref, j'étais un peu dégoûté. Mais tout ça pour dire que la position, elle peut non seulement ne pas t'apporter de soumission, de renversement, mais même pas d'avantage dans certains cas. Et c'est un peu dur, je trouve, parce que t'es quand même dans une position dominante quand t'as le mec en omoplata. C'est clair, hein. Si t'as obtenu ça dans le combat, toi dans ta tête, tu sais que ouais, mais ça peut rien te rapporter. Voilà, c'est pas valorisé. C'est pas la même chose qu'une garde fermée, quoi. Non, ouais. Vois, et pourtant, en termes de points, c'est aussi neutre. Ouais. Ce que je trouve pas normal, personnellement. Ouais, non, c'est sûr. Mais bon, après, là, tu vois, effectivement, c'est pas normal, mais personnellement, sur les règles IBJJF, sans trop revenir dessus, je pense que dans l'idée d'une simplification, je ne serais pas pour le valoriser. Parce que pour moi, c'est, tu vois, il faut que les règles soient le plus simples possible. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est clair que c'est bizarre que ça soit pas valorisé alors que tu as obtenu un truc significatif, sacrément significatif. Oui. Bon. Oui, le mec d'ailleurs n'est jamais à l'aise quand il est pris en omoplata. Ah non, tu peux pas dire que c'est une position. Tu respires pas comme quand t'es dans la garde fermée de quelqu'un. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et pourtant, ça vaut rien. Ouais. Non, mais c'est une position intéressante. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est justement de voir que quelque chose qui est connu et utilisé depuis longtemps peut être repensé comme Clark Gracie l'a fait. C'est-à-dire que tu te fais avoir en omoplata par Clark Gracie. Clark Gracie qui est un bon compétiteur sans être non plus un... Tu vois, on sent qu'il est un petit peu en dessous des tops mondiaux. Mais quand il est en omoplata, lui, à mon avis, tu rigoles pas. C'est sûr. Et donc c'est intéressant aussi de voir que qu'une technique peut à un moment donné être pensée d'abord comme une soumission, puis ensuite comme d'un truc pour sweeper, puis ensuite comme un mini système, puis être pensée comme une attaque de soumission très forte. Après tu as l'école d'Eddie Bravo qui en a fait une spécialité, tout un système à partir de l'omoplata. Ouais, justement. Lui ou Shinya Aoki en MMA qui ont vraiment développé le truc, ils enchaînent sur des gros omoplata, ils ont plein de techniques à partir de là. Et tu sens, Eddie Bravo, moi je suis pas très fan de son jeu, mais tu sens quand même que quand tu as des mecs calés qui l'affrontent, ils se retrouvent sacrément en galère quand ils commencent à installer ça. Ouais, après c'est une technique qui a un petit peu le défaut, je pense, de ne pouvoir être des fois vraiment bien faite que par quelqu'un qui a la morphologie qui va avec. Oui, il faut être souple. Il faut avoir une souplesse des genoux qui fait que tu peux la faire sans être très souple, tu vas falloir que tu te décales, mais du coup c'est beaucoup plus facile à défendre. Plus tu es souple, plus tu vas pouvoir la claquer à des moments un peu assez... tu vas pouvoir surprendre ton adversaire et pouvoir la placer vite. Bon, après, c'est du jiu-jitsu, tu as toujours l'aspect morphologique qui est important. J'ai pas expliqué l'étymologie, pareil, c'est comme ça attaque au niveau de l'omoplate. Voilà, omoplata, ça doit être la prononciation brésilienne, enfin, je suppose, portugaise. Mais voilà, une technique que nous, on aime beaucoup. On fait beaucoup, toi, moi, Maxime aussi d'ailleurs. Et puis dans le club de manière générale, on monte pas mal de techniques à partir de ça. Ouais, une bonne position, très efficace. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas. Baby mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real.
showbiz dramas, mama, don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up, start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. Donc oui, effectivement, c'est l'heure du BJJ Culture Club. Donc conseil de visionnage, Royce Gracie contre Walid Ismail. Alors, pour resituer le contexte, ce combat a eu lieu en 98, donc à l'époque où Royce était dans ses années d'UFC. Donc, Un peu plus tard. Hein. un peu plus tard, ouais. Il avait fait une pause là. Oui, il devait avoir passé les 4 premiers, je pense, et donc il s'était mis en pause. Mais c'était relativement récent. Les 5, parce qu'il avait un super fight aussi. Oui, mais c'était relativement récent, il était encore à peu près, à peu près contemporain de cette époque-là. Ouais. Et donc voilà, Royce Gracie qui revenait pour faire donc un combat de jiu-jitsu sportif, donc plus de MMA, plus de Vale-Tudo comme on l'appelait à l'époque, face à Walid Ismail. Alors Walid Ismail, c'est un personnage dans le jiu-jitsu, c'est donc une ceinture noire de Carlson Gracie. Et donc Il s'entraînait avec Marcel Ferreira là d'ailleurs. oui, On parlait. toute l'équipe Carlson, donc était vraiment une équipe très forte de jiu-jitsu et de MMA également, avec tous les Minotaurs, Ouais. tout ce qu'a donné la BTT derrière, Exactement. Mario Sperry et compagnie. Et donc ce combat-là était vraiment intéressant parce qu'il cristallisait en fait l'animosité qu'il pouvait y avoir entre la famille Gracie du côté Helio, Rorion, Royce et compagnie, et le côté Carlson. Alors, excuse-moi, juste, je te coupe parce que dans mes souvenirs, et je suis presque sûr de ce que je dis, ce combat, Royce Gracie avait dit qu'il le ferait comme un échauffement, en gros, pour un combat qu'il envisageait contre Marker, qui était ou Mark Coleman, un des deux, Marker, il me En semble. MMA Ouais, en MMA, qui était une énorme pointure, et Marker, il venait de battre justement Fabio Gurgel, je crois. Hein. Ouais. Fabio Voilà, Gurgel. qui était un des meilleurs représentants du jiu-jitsu. Tout le monde savait que Fabio Gurgel, c'était des pointures, il avait gagné le mondial et tout. Donc voilà, c'était une préparation. Et voilà, c'était un peu prétentieux à cette époque, hein, les Gracie. Une préparation pour affronter ensuite Marker en MMA. Une petite parenthèse, une petite anecdote au passage qui me fait marrer par rapport à cette histoire de combat Marker Fabio Gurgel. Rickson Gracie, la dernière fois qu'on est allé à son stage, là, nous parlait de la garde qu'il avait en MMA, sa garde en MMA. Il nous expliquait un peu les concepts. Et il disait que cette garde-là, il avait développé voyant suite ce combat, ouais, au je me visionnage rappelle. de Fabio Gurgel contre Marker. Il disait, mais comment c'est possible? Parce que lui, il s'entraînait avec Fabio Gurgel, savait que Fabio Gurgel était quelqu'un de très fort. Il disait, comment c'est possible que Fabio Gurgel ait perdu ce combat-là? Et du coup, il en avait réfléchi et repensé une garde en MMA qui, du coup, il n'a jamais dû pouvoir mettre en pratique parce que je pense que Rickson n'a plus jamais combattu à partir de ce moment-là. Mais c'est marrant de voir que ce combat-là a fait réfléchir Rickson et a changé la garde. Non, je crois pas. Non. Quand Rickson a combattu après, il a combattu en 2000, hein, Rickson quand même. Ah oui, après là. Oui, non, oui, c'est vrai, je suis bête. Non, oui, exact. Oui, Non, oui. il a combattu après. Du coup, la garde de Rickson en MMA a évolué suite, suite à ce combat-là, ce qui est assez fort. Par contre, c'est celle que doit faire aujourd'hui Kron, je suppose. Ouais, probablement, ouais, probablement. Et bref, ce combat-là, Marker, Fabio Gurgel, c'était Rec Vale-Tudo, coup de tête et compagnie. Il me semble que c'était longtemps Marker qui était sur la garde. Ça a duré une demi-heure. Marker, c'était un lutteur bodybuildé. Ouais. Très fort. Voilà, bodybuildé, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ah ouais, lui, pas photo. Hein. Et du coup, il a jamais à un autre moment du combat, Gurgel, il a pu se retrouver au-dessus. Ouais. Du coup, il se prenait des coups du grand nine pound en dessous. Quoi. Ouais. Bon, bref, revenons à notre combat. Exact. Ouais. Donc, Walid Ismail, donc, qui représentait Carlson. Donc, Carlson, on reviendra sûrement dessus, on en a déjà parlé, mais c'était quelqu'un d'assez atypique dans la famille Gracie, qui faisait la promotion d'un jiu-jitsu un peu plus
un peu plus musclé, c'est-à-dire que lui passait un petit peu son temps à dire que Helio et les autres mentaient aux gens en disant que le jiu-jitsu c'était que de la technique, mentaient aux gens en racontant des pseudo-légendes sur leur palmarès. Bref, il était pas très politiquement correct et il était un petit peu en dissension par rapport au reste de la famille. Est-ce qu'il aurait voté Bolsonaro, toi ? Ah ouais, alors lui, sûr et certain. Lui. Et il était un petit peu, voilà, un petit peu plus que froid, une sorte de mini-guerre avec le reste de la famille Gracie. Donc ce combat a eu lieu. Donc Walid Ismail, qui était le chouchou, hein, l'élève adoré de Carlson, contre Royce. Carlson, en voyant les combats de Royce à l'UFC, disait que Royce était quelqu'un de complètement nul, qui avait jamais gagné de compétition au Brésil, qu'il avait bien combattu aux UFC, mais qu'au Brésil, il avait jamais rien gagné et qu'il se faisait déglinguer par n'importe lequel de ses ceintures noires. Ça, c'était les discours que Carlson tenait au Brésil en parlant de Royce. Donc, il y avait un peu d'animosité. Alors, sur le fait qu'il ait jamais combattu, je crois que c'est vrai par contre. Hein. Je crois pas qu'il ait déjà fait des compétitions. Si, il a déjà fait des compétitions. Il a perdu. Hein. Il a perdu contre De la Riva, ouais, c'est ça. Il a perdu contre De La Riva. Il s'est fait taper contre une autre ceinture noire de Carlson. À chaque fois, il a fait que perdre en jiu-jitsu sportif. Ouais, ouais. Il y a une interview qu'on peut retrouver, je l'ai lu ce matin, là, où Carlson il disait qu'il avait perdu contre De La Riva. Ouais. Et contre une ceinture noire à lui, je sais plus comment ça s'appelait, je sais plus le nom, Marceau, je sais pas quoi, enfin, ouais. Une autre ceinture noire qui a battu Royce Gracie en jiu-jitsu sportif. D'accord. Mais bon, apparemment, voilà, Royce, selon lui, c'était voilà, quelqu'un qui était un compétiteur moyen, sans plus. Et donc, ce combat a eu lieu, et donc je vous invite à regarder ce combat qui est assez intéressant. Donc, pour faire court, hein, parce que je pense pas à spoiler, de toute façon, peu importe. Le début, Royce s'en sort plutôt bien, il arrive à contrer une attaque et le met... il lui met 2 points. Il lui met 2 points. Ouais. Mais finalement, Walid Ismail se relève en sorte de single leg, attaque en sorte d'over-under, puis finit par lui faire une sorte de stack pass. Ouais. Et Royce, pour pas concéder les points, se met en tortue. Et là, Walid Ismail attaque... Alors, c'est pas pour pas concéder les points, parce qu'il n'y avait pas de points en l'occurrence. Oui, non, exact. D'ailleurs, c'était un match que à la soumission. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour pas se faire contrôler en croix. Voilà, pour pas se retrouver... pour pas se retrouver en croix, contrôlé avec l'adversaire en contrôle latéral. Se finit par se remettre à genoux. Et là, Walid Ismail enclenche une des attaques signatures de l'école Carlson à cette époque. On en avait déjà fait mention dans un des BJ Corner précédents, qui est le cloak choke, relogio. Donc un étranglement consiste à, quand l'adversaire est en tortue, tourner un peu comme une horloge. On marche sur le côté et on étrangle l'adversaire comme ça. Et c'est assez marrant parce que peu de temps après, il y a le frère de Royce, Royler, qui avait combattu en absolute au mondial et qui avait perdu aussi contre un élève de Carlson, Marius Perry, et qui avait perdu aussi sur une technique en horloge. Ouais. Ça avait mis vraiment la lumière sur cette technique. Et comme nous à l'époque, comme aujourd'hui, on suivait un peu tout ce qui se faisait, je me rappelle que on avait commencé à beaucoup la pratiquer en club, cette technique. Suite à ces 2 soumissions. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est un peu perdu, l'horloge. On voit plus trop. Ouais, c'est marrant, ça se fait quasiment plus. Ça s'est un peu perdu. Ouais. Et juste autre chose que je voulais souligner, qui est assez paradoxal, mais qui à l'époque, moi, je me rappelle, m'avait un peu marqué, c'est le fait qu'on voyait souvent des combattants, pour pas concéder le passage de garde, qui finalement se remettaient à genoux, et finalement se faisait prendre le dos. Donc en voulant éviter quelque chose, il se retrouvait dans quelque chose de pire. Ouais. Et c'est assez paradoxal, mais c'est quelque chose qui arrivait assez souvent. Qui arrive encore aujourd'hui d'ailleurs. Qui arrive encore aujourd'hui, mais à l'époque, on se posait la question. Aujourd'hui, moi, j'aurais tendance à systématiquement conseiller de se remettre à genoux. Tu vois, alors qu'à l'époque, on disait non, des fois, il vaut mieux se faire prendre la croix. Tu vois, dans une optique pure de soumission, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais bon, en compétition, tu réfléchis avant tout au point. Ouais, et la soumission, c'est la surprise. Ouais. Ou la cerise. Ça dépend de quel côté tu es.
Et donc le combat finit avec Royce dans le coma. Hein, ils Ouais. mettent un moment à le réanimer Bien, parce que bien dans le coma en plus. bien dans le coma. D'ailleurs le combat c'est Rorion qui vient en courant en chaussures sur le tapis pour. J'adore la précision. Ah ouais, c'est vrai, ils sont Sans tous- chaussures. Ah oui, ça me dérange. Je les vois tous en chaussures parce qu'après ils sont une dizaine sur le tapis, hein, tout le monde avec les chaussures. C'était sur à le Rio, tapis. il y avait vachement de monde dans les Ouais, tribunes. Hein. ouais, C'était Ouais, c'était un gros événement. gros, une gros truc. grosse C'était à Rio, affiche. à Rio, Ouais, hein, je c'était à crois. Rio. Ouais. Et du coup, à la fin, il y a Royce qui est en train d'être réanimé par sa famille. Et bon, bah voilà, ça a été un combat encore. Il n'avait pas encore fait les Pride contre Sakuraba. C'était justement entre l'UFC et Sakuraba. Ouais, cette c'était avant. phase-là. C'était avant. ouais, hein. Ouais. c'était avant. Donc c'était une des premières fois où on avait un petit peu Il avait pas combattu en MMA, relativisé sur le niveau sportif au jiu-jitsu de Royce Gracie. Donc voilà, c'est un combat qui est historique en ce sens. Il est dispo là sur. Ouais, il est dispo sur YouTube, vous allez vite le trouver. Hein. Royce Gracie, Walid Ismail, c'est direct. Donc maintenant, je vais te parler d'un site internet qu'on a évoqué plusieurs fois là déjà lors de ce podcast, qui est donc bjjheroes.com et qui est un site qui est vraiment devenu une bible, une source pour plein de dossiers, de sujets, de biographies, d'interviews. C'est vraiment bien qu'il y ait ce site aujourd'hui. Alors ce site il a été fait par deux personnes dont une des premières ceintures de Marco Cagna, qui lui-même est ceinture noire de Ricardo Vieira, prof à Londres, qui a un énorme club qui s'appelle Fight Zone London, si je dis pas de bêtises, dans lequel s'entraîne Jackson Souza quand il vient en Europe. Et donc ces deux personnes ont monté ce site dans lequel il y a énormément, c'est vraiment la source numéro une, si on veut lire la biographie de combattants ou figures marquantes du jiu-jitsu et de son histoire. Il y a plein d'interviews et des interviews de biographie, des interviews aussi, mais de biographie quand même assez complète. Hein. C'est pas non plus juste il est né tel jour, il a fait ci, il a fait ça. Non, c'est blindé d'anecdotes. Donc les responsables du site se sont servis de toutes les... Ils ont collecté plein d'informations, d'archives, de vieux magazines, d'interviews. C'est des Brésiliens, donc ils ont plein de contacts. Et ça, vraiment, c'est rempli d'anecdotes, de faits marquants, etc. C'est vraiment un très très bon site. André, il est portugais, il est pas Pardon ? brésilien. André, il est portugais. D'accord, il est pas portugais, brésilien, d'accord. ouais. Et il y a également plein de thématiques de dossiers. Alors aujourd'hui, je parlais de l'omoplata. Ils vont t'expliquer, ou le berimbolo, tu auras un dossier sur chaque technique, le triangle, avec des combats marquants, quand est-ce que c'est apparu, qui a commencé à les pratiquer. Enfin, c'est vraiment une mine inestimable ce site. Et c'est vraiment bien qu'on ait ce genre de site internet. C'est le site dont j'ai issu les stats dont je te parlais tout à l'heure. Hein, Oui, effectivement. tout à fait.
moi, plein d'informations que je t'ai Sur distillées, l'historique des là. soumissions. Ils ont aussi une rubrique historique des soumissions. Ils ont une base de données, ils Ouais. ont une rubrique news qui est pas mal. Hein. T'as pas mal d'événements. Alors, tout ce qui se passe à Londres, généralement, c'est eux qui donnent Ouais. les résultats en avant-première. Ils ont une page Facebook aussi, Ouais. alors je sais pas combien de personnes qui y sont abonnés. C'est devenu vraiment un site de référence dans le jiu-jitsu. Je Ouais. pense que c'est le site de référence Mondial. du jiu-jitsu Oui. en termes de. Alors, si vous voulez, voilà, trouver des informations sur un combattant. Et c'est surtout un site qui est arrivé à un moment où il y avait... C'est-à-dire que le jiu-jitsu brésilien sur Internet, c'était tellement le bordel que tu pouvais pas savoir qui avait gagné quelle C'est ce que compétition. j'allais dire. Ils ont mis de l'ordre et voilà, une source fiable d'informations, voilà, un peu centralisée, truc qui n'existait pas. C'était Ouais, vraiment voilà, le tout à flou fait. artistique, le jiu-jitsu sur Internet. Oui, alors c'est même le problème de manière générale dans ce sport, c'est qu'il y a clairement un manque d'organisation globale, de gestion. Alors je te parle juste d'archivage historique. Ouais. Je pense que ça, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus, des gens, plutôt des personnes âgées qui ont connu, qui ont traversé différentes générations de ce sport depuis sa création, parce que c'est encore assez récent, on va dire. Ça s'est vraiment développé dans les années 50, on va dire. Donc tu as encore des gens en vie qui ont suivi tout ça. Et c'est bien, on en reparle à chaque fois, du documentaire que prépare Robert Drysdale. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui se mettent à collecter les informations, à archiver tout ça, parce que sinon ça va disparaître Ouais. et on va perdre d'historique dans notre sport. Alors pour les jeunes qui pratiquent aujourd'hui, ils en ont peut-être rien à foutre, mais un jour ou l'autre, ils vont vouloir peut-être voir un peu en arrière, se renseigner, savoir pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Ouais. Et c'est quand même la base de toute notre pratique, comprendre ce qui s'est passé avant, donc comprendre et savoir ce qui s'est passé avant. Et c'est bien qu'il y ait ce type de site internet qui vraiment participe à ça. Donc, Il y a eu des tentatives, d'autres sites du même genre, qui essayaient de recenser tous les combats, toutes fédérations confondues, de qui avait battu qui, etc., de faire des espèces de classements, mais aucun n'a tenu. Mais l'avantage de BJJ Heroes, c'est que les gars derrière sont sérieux et durent dans le temps et s'occupent vraiment du truc. Donc c'est vraiment un gros site de référence mondial. Bon, après c'est en anglais, donc je crois qu'il y a une version portugaise aussi. il y a une version portugaise, il me semble. Ouais. En anglais et portugais. Mais c'est intéressant pour les biographies. Et puis même, il y a même une base de données des combats également. Certains combats, bon, pas tout le monde, mais les grands noms, vous avez des petites statistiques de quel. Oui, nombre de ouais, maintenant combats ils font faits. ça. Ouais, ils font ça. Bon, Bon, c'est il- pas exhaustif, mais Non, c'est pas exhaustif du tout. Mais bon, vous avez quelques c'est déjà infos pas quand mal. même. parce C'est que déjà pas mal. Des fois, tu te dis, ah bah tiens, lui il a Ouais, battu. voilà, c'est ça. Puis il y a marqué aussi la manière dont il l'a battu, au Ouais, point, ouais. par soumission, et la soumission en Ouais, l'occurrence. ouais. Et nous, on a eu l'honneur, c'est vraiment un honneur quand même, de pouvoir se faire interviewer et intégrer notre biographie, entre guillemets, sur le site. Il se trouve que moi, j'ai affronté 2 fois le prof d'un des rédacteurs du site. Et du coup, il nous a Marco remarqué. Cagna. Voilà, il nous a remarqué. C'est une époque où on faisait beaucoup de compètes en Europe. Donc, on a eu la chance, toi et moi. Ouais, il était censé rajouter Maxime. Je sais pas pourquoi il l'a jamais mis. C'est qui, Maxime? Voilà. Et du coup, voilà, il avait pris notre historique, il nous a demandé de raconter notre parcours, et il nous a intégré dans son site, qui recense quand même beaucoup d'énormes pointures. Alors voir sa biographie intégrée au site, ça fait quand même plaisir. Voilà. Donc ça, on peut être content de ça. Et puis voilà, c'est une mine d'informations. Je vous incite vraiment à y aller. bjjheroes.com. N'hésitez pas à visiter ce site. Real human being.
Sympa tes petites musiques encore aujourd'hui à Thibaut. Tu t'es fait plaisir là encore. Toujours les playlists de Ouais, qualité. je vois ça, c'est choisi avec amour. Avec passion. Bon, bah, on arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin. Bon bah écoute, on va repartir s'entraîner. Hein. Ouais. On a des échéances qui arrivent là. Il y a les coupes de zone qualificatives Ouais. sur lesquelles nous on se concentre régulièrement. Puis il y aura Lisbonne. Lisbonne, ouais. Ouais, Qui une va, grosse ouais, qui va compétition. regrouper toute l'attention mondiale du Jiu-Jitsu. Ouais, ouais. C'est la plus grosse compète, hein, je crois, hein, au monde. Je hein, sais non pas si c'est là encore, mais en tout cas d'habitude c'est là où ouais, la plus grosse compète en termes de nombre de participants. C'est plusieurs milliers de participants sur 5 jours. 5 jours je crois. si Ah, c'est c'est pas une usine. plus. Ouais, c'est Donc, au départ, c'était sur 2 jours, ça s'est étalé. Ouais, c'est une institution. Bon, on va se refaire le Lisbonne hivernal. Bon, et toi, tu Ça, t'entraînes c'est bien sympa. là tu... Oui, en ce moment pas mal. J'essaie de changer mon jeu. Je m'amuse à D'accord. faire un petit peu de lutte avec mes maigres moyens. J'essaie de faire de la garde l'assaut. Bon, il va falloir que tu fasses de la muscu alors là. Ouais. J'ai quelques années à Ouais. récupérer. Mais non, ça va. J'essaie surtout de ne pas me blesser et puis de profiter. Oui, bah c'est ça, au jour le jour. profiter, s'entraîner, prendre du plaisir, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ouais, quoi. puis enseigner. Enseigner, faire des podcasts et mettre des musiques, C'est ça. voilà, faire le DJ quoi. DJ, voilà. DJ Thibaut. Ok, bon bah BJJ Corner 8 qui se Ouais. termine. C'est ça. On arrive bientôt à la dizaine. Ouais, Attention. toutes les Ça 2 rigole semaines, plus. hein. Toutes les 2, 3. Un rythme régulier, Ouais. qui s'arrête pas. On lâche pas. Bon bah écoute, Allez, à bientôt pour le 9e épisode. ça marche. Force à tous. Entraînez-vous bien, ciao. Goosebumps, so silly.